Et tu me dis. Et c'est parti. Allez, on se retrouve à nouveau les filles. Désolé, on avait un petit souci de pied, mais je crois que depuis qu'on est en train de faire des choses en distanciel, ou via Zoom, ou via Facebook, vous voyez toujours ces petits cafouillages au début. Je me marre des fois quand je vois des vidéos de confrères qui démarrent et je me dis, hop, ça cafouille un peu. Et oui, ça nous arrive aussi. Voilà. Donc on vous repose la question, est-ce que l'image est bien dans le bon sens? Puisque apparemment on avait un problème de décalage, mais je crois que les filles sont en train de vérifier, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Alors bienvenue, je suis Chef Jésus, donc pour celles qui ne me connaissent pas, pour celles qui me connaissent, donc vous avez l'habitude d'être avec nous une fois par mois. On reprend aujourd'hui ce cours donc, qui s'appelle Qu'est-ce qui se mijote? Alors qu'est-ce qui se mijote? Qu'est-ce que c'est? Je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que depuis le temps qu'on est confiné à cause de cette pandémie, on a l'impression qu'on vous parle de la préhistoire quand on parle de ce que c'était avant. Donc en fait, on avait l'habitude de se réunir une fois par mois, ici, à l'atelier, rue Pelleport, à Bordeaux, avec donc des hommes et des femmes qui sont en parcours de soins à l'Institut Bergonié. Et donc on avait cette pause hebdomadaire, mensuelle, pardon, où on venait donc faire un cours de cuisine ensemble et déjeuner ensemble. Alors comment est née cette aventure? C'est tout d'abord l'ERI, l'espace rencontre information, un espace où vous avez l'habitude de passer, hein. Il se trouve en plein centre, en plein cœur de l'Institut Bergonié. Il a été refait très récemment d'ailleurs. Donc c'est un espace où vous allez pouvoir trouver pas mal d'informations sur tous les associations, les bénévoles qui vous accompagnent, les bleus roses qui passent dans les étages, et un petit peu vous informer sur toutes les activités qui sont faites quand vous entrez en parcours de soins à l'Institut Bergonié. Alors ce sont des bénévoles de l'ERI qui sont venus me trouver il y a déjà plus de 7 ans je crois, et qui souhaitaient démarrer ces cours. Donc la chose elle a été rendue possible grâce aux diètes, aux oncologues, aux nutritionnistes de Bergo, au service communication, au service de l'ERI qui est venu ici. On a travaillé pour mettre tout ça en place et donc du coup on faisait ces cours une fois par mois. Et puis ça a été possible grâce aussi à un partenaire financier qui s'appelle Pomona. Donc Pomona c'est un groupe qui distribue tout ce qui est alimentaire et non alimentaire dans ce qu'on appelle le CHR, donc les collectivités hôtellerie restauration. D'ailleurs on pense à eux parce que ils ont dû aussi se remanier et tout avoir à refaire voilà, pour s'adapter à la crise. Et donc Pomona nous finance une grosse partie de ces ateliers qui nous permettent de mettre ça en place tous les mois. Voilà, je voulais aussi remercier l'Institut Bergonié pour cette collaboration voilà, qui dure déjà depuis plusieurs années. Et puis donc je ne suis pas tout seul à l'atelier. Vous avez Lisa qui est derrière ce petit écran qui est en train de nous aider donc, à filmer. Lisa elle fait partie donc, du service communication de l'Institut Bergonié. Johanna qui sera à la modération. Donc Johanna elle est derrière son écran. Elle vous posera donc la petite voix féminine que vous entendrez de temps en temps à côté de moi. C'est Johanna qui vous pose des questions, soit pour vous relancer, soit parce que je vous ai posé une question et qu'elle se sert de relais. On appelle ça de la modération. Voilà, vous allez avoir tout le jargon technique de ces cours en digital, en distanciel. Voilà, il y a plein de mots qu'on n'avait pas dans notre vocabulaire avant. Et puis Lisa sera aidée par Camille et Inès qui sont en stage à l'école Vatel et qui sont en stage 15 jours ici avec moi et qui prendront le relais un petit peu à un moment à la caméra. Voilà, le groupe Vatel c'est une école hôtelière où on apprend l'accueil, tout ce qui va être lié à l'hôtellerie, restauration, les resorts et l'hôtellerie de luxe, mais pas que. Voilà, donc elles sont ici pour une petite quinzaine de jours. Voilà, le décor est planté. Et donc, moi je suis votre chef pour 2 petites heures. Johanna me dit qu'apparemment vous êtes une dizaine, voilà, derrière votre écran. Maintenant on est 15. On est 15. Allez, mais rassemblez-vous. Parlez-en autour de vous. Je ne le rappellerai jamais assez. On n'a pas de... Je plaisante, on n'a pas d'obligation de résultat dans ces ateliers. Au contraire, on est vraiment sur le plaisir. Et je le répéterai jamais assez, les filles, cet atelier, il est fait pour vous. Il est fait par vous aussi, hein, parce que si vous n'êtes pas là, voilà, ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, on a mis en place ce côté digital pour voilà, essayer de... pas essayer, c'est pour vraiment garder le contact. Et on s'est dit, quand la pandémie est arrivée,
On va plus avoir les cours en présentiel, donc vous avez vu, hein, il nous a fallu 1 ou 2 mois pour réagir, mais très vite on a switché et on a mis ces cours en ligne. Alors ne pensez pas que c'est quelque chose dans lequel on a envie de s'installer. On est en train de réfléchir à l'avenir, hein, pour savoir comment on va reprendre. Alors le souhait de reprendre les cours en présentiel, il est plus qu'évident, ai-je besoin de le souligner, puisque c'était cette idée de contact, hein, qu'on avait voulu mettre en place. Souvenez-vous, hein, il n'y a pas que les cours, hein, on allait une fois tous les trimestres, on allait faire une balade au marché, on allait faire des food tours en ville. Tout ça, ne vous inquiétez pas, on va le reprendre voilà, aussi vite qu'on peut, bien évidemment, tant qu'on n'a pas le feu vert et tant qu'on n'a pas estimé qu'on avait les conditions sanitaires pour pouvoir le faire, et sans danger pour personne. Donc je pense, entre autres choses, à la vaccination. Hein. On est tous en train de passer dans ce parcours de vaccination pour pouvoir s'en sortir. On continuera bien évidemment les cours en digital. Mais je pense que même quand on reprendra le présentiel, on s'est rendu compte que ce digital nous permettait d'aller chez vous, d'être ensemble. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui suivaient les cours en digital et qui finalement n'étaient jamais venues dans les cours en présentiel. Parce que voilà, quand on est en parcours de soins, on n'a pas forcément envie, et puis se déplacer, ça peut être aussi quelque chose de fastidieux. Voilà, donc pour plein de raisons, je pense que finalement, cette période sanitaire nous servira voilà, à faire évoluer ce modèle. Allez, j'ai assez parlé, maintenant je vais vous parler cuisine. Première question les filles, et vous passez par Johanna pour y répondre puisque vous ne pouvez pas me parler. Y en a-t-il parmi vous qui cuisinent en même temps que moi, voilà, pour que je puisse savoir à quelle vitesse je vais. Et comme je dis toujours, parce que je parle souvent au féminin, s'il y a des hommes, faites-vous connaître, parce que j'ai souvent tendance à dire vous mesdames, parce que voilà, on est souvent entre filles dans ce cours-là, et il y a rarement des gars. Donc s'il y a des gars, dites-le, voilà, que je ne fasse pas non plus d'impair. Lisa, je vais t'inviter à parcourir les plateaux, et on va commencer par le sucré, pour une fois n'est pas coutume. Premier plateau, on vous a installé tout pour faire des financiers. Alors, l'idée de ce cours, c'est pas tellement de vous apprendre à faire des financiers, je pense que vous savez sûrement les faire, mais vous savez que je vous donne plein de petits trucs et astuces. Alors, on a ici de la poudre d'amande, ça aurait pu être aussi de la poudre de noix ou de la poudre de noisette, même si les vrais financiers, c'est de la poudre d'amande. Ici, on a une farine qui est bio, c'est pour ça qu'elle n'est pas tout à fait blanche, elle est semi-complète. Vous pouvez prendre de la farine blanche traditionnelle, du beurre, doux, n'est pas demi-sel, du sucre, j'ai choisi aujourd'hui du sucre blanc pour ne pas trop contrarier les éléments. Des œufs, on trouvera là-bas de l'extrait de café, de l'extrait d'amande amère. Évidemment, on ne va pas tout mélanger. Du sucre glace, ce sera pour la petite présentation tout à l'heure. Et du thé matcha, donc ça c'est de la poudre de thé vert qui est broyée. Donc ça, le thé matcha, c'est japonais. Si vous n'avez pas de thé matcha, café, poudre d'amande amère, je vous l'ai mis hein, dans la recette. On n'est pas obligé de faire que au thé matcha. On va partir du côté salé, puis après on va démarrer par le dessert. Je voulais faire un petit risotto. Donc on retrouve ici, ça c'est du riz arborio. Vous en avez un autre, son petit frère, qui est le riz carnaroli. On verra tout à l'heure, hein, c'est un riz qui est rond, légèrement brisé aux extrémités. Voilà, Lisa est en train de se rapprocher pour vous montrer. Et cette brisure permet de lâcher un petit peu d'amidon. Et puis après, on a pris tout ce qui est bibliothèque de légumes primeurs. Hein. On démarre par les petits pois, l'oignon nouveau. Je rappelle que dans l'oignon nouveau, on mange tout, hein, jusqu'à la tige. Quelques asperges vertes. On aurait pu mettre aussi des asperges blanches. Champignons de Paris pour faire la petite sauce forestière avec de l'échalote. Un oignon pour démarrer notre base de risotto. Des petites fèves, du navet nouveau, des carottes fan. Alors, on dit nouveau ou fan. Hein. Fan, c'est parce que en fait, vous avez les fans, donc les côtes hein, du lot de la plante, qui est vendu avec. Pourquoi? Parce que ça permet voilà, de garder le légume un petit peu intact. Un peu de crème. Il y a juste le poulet qui est au frigo, que je n'ai pas sorti. 2 escalopes de poulet qui vont venir compléter un petit peu le plat. Voilà. Je démarre la partie sucrée. Alors en général, une petite heure, on est ensemble pendant 2 heures, on est ensemble jusqu'à 17 heures. Je vous le redis les filles, c'est un moment pour vous, donc n'hésitez pas par le biais de Johanna à poser, à écrire toutes les questions qui vous passent par la tête. Johanna me fait un petit signe de la main et m'interrompt pour relayer vos questions. On est là pour échanger, donc ne laissez pas les choses en suspens si jamais il y a des choses qui vous posent question. Johanna, est-ce qu'on sait qui cuisine en même temps ou pas finalement?
Pour l'instant, on n'est pas sûr qu'il y ait des personnes qui cuisinent en même temps. Ouais. Par contre, j'ai Sylviane qui m'a posé une question. Allez, Sylviane, on répond. Qui m'a juste dit, donc elle ne sait pas encore si elle va... pardon, elle ne cuisine pas en direct, mais elle demande si la boutique est ouverte. Donc, j'ai pas très bien compris la question. Alors, la boutique, vous parlez de quoi? Si c'est mon atelier de cuisine, bah, je vais peut-être répondre à ça. L'atelier de cuisine, nous, on est un petit... Alors, pour que vous compreniez pourquoi on n'est pas ouvert, on est mangé à la même sauce que les restaurants. Donc, tant que les restaurants n'ont pas le droit d'ouvrir, en tant qu'école de cuisine, je n'ai pas le droit d'ouvrir. Visiblement, l'autre jour, je regardais, il y a des écoles qui sont quand même ouvertes. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je vous donne juste mon point de vue pour l'instant, et c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas de cours en présentiel. Pour vous donner une petite idée, vous avez Lisa qui porte un masque, Johanna qui porte un masque, Camille qui porte un masque, Inès porte un masque. Je ne porte pas de masque pour la simple et bonne raison qu'on a décidé que c'était beaucoup plus agréable d'avoir ce moment où je n'ai pas un masque sur ma bouche pour qu'on ait un peu plus de convivialité. Mais vous voyez ici, on a respecté les gestes barrières et les filles sont à 2 mètres de moi. Imaginez dans un cours, 6-7 convives, on est tous masqués, donc moi aussi, puisque du coup on est en présentiel. Il faut qu'à chaque fois qu'on veut goûter quelque chose, on mette un espèce de protocole avec à chaque fois une nouvelle cuillère, qu'on enlève les masques 2 minutes pour les remettre. Enfin bref, vous l'aurez compris, entre 2 confinements, j'ai fait un cours et je me suis dit que j'allais très vite refermer la boutique parce que les conditions le permettent pas. Voilà, donc si la question elle était là, effectivement, pour l'instant, on n'a pas de cours. Alors, j'ai une précision, elle m'a dit, il s'agit de la boutique rue Pelleport où l'on peut trouver des ustensiles. Oui, alors donc on parle bien de l'atelier en fait. Donc ça, c'est quelqu'un qui est déjà venu à l'atelier. Alors, ça va nous permettre de répondre à une autre question. Donc nous, effectivement, la boutique, elle est fermée. Après, il n'y a plus de boutique pour l'instant, puisque du coup, comme on a été fermé, on en a profité pour faire des travaux. Et l'atelier, vous me voyez aujourd'hui, les filles, va être rénové cet été. Donc c'est-à-dire que tous les meubles vont disparaître. On a un partenaire cuisiniste qui va entièrement nous rééquiper, voilà, parce qu'au bout de 10 ans, il était temps de changer un petit peu tout. Et donc du coup, à ce sujet-là, j'en profite pour glisser une petite information, mais j'allais vous en parler à la fin, mais on le fera en 2 temps. Les 8 et 9 mai, on a un vide-maison ici qui s'appelle Remue-Ménage, où en fait on va vider la plupart des ustensiles, torchons, tabliers, et plein de choses ici à l'atelier. Et donc toute la partie boutique effectivement que j'avais, puisque j'avais énormément de matériel avant le confinement ici, vous allez avoir une super promo, puisque du coup sur tout ce qui est matériel neuf, tout va être mis à moitié prix. Donc les épluches peaufines, les spatules, etc. Ça se passe les 8 et 9 mai. Mais ça, vous me suivez sur mon Facebook ou sur la page Chef Jésus, on vous en reparlera. Voilà. Allez, on commence donc c'est financier. En fait, les financiers, c'est 1, 2, 3. 1, on mélange toutes les poudres. 2, on va faire un beurre fondu et on va aborder la question du beurre noisette. On vous parle souvent du beurre noisette. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est un beurre qu'on a légèrement poussé en cuisson. Troisième étape, on va monter des blancs en neige. Et donc du coup, ensuite, on va assembler les 3 dans un ordre bien précis pour éviter d'abîmer un petit peu toutes les choses. Alors, on démarre avec la poudre d'amande. Ici. Alors moi j'ai tout pesé au départ. Je me suis mis ma petite fiche pense bête. Donc sur la poudre d'amande, on est sur 120 grammes, les filles. Voilà. Ensuite, une autre poudre, c'est la farine. Là, on est sur 45 grammes de farine. Alors, on me pose souvent la question de savoir s'il faut tamiser. Tamiser, en fait, ça aurait été de prendre une petite passoire, ce qu'on appelle aussi pompeusement un chinois. Alors, je vais vous montrer. Hein. Ça, c'est ce qu'on va appeler une passoire avec un tamis émaillé. Donc c'est ce genre de choses. Voilà, petite passoire. En vérité, ce qu'on appelle un chinois en cuisine, c'est la même chose que ça, sauf que c'est conique. Et donc c'est en général en inox avec plein de petits trous. Le chinois, c'est ça, puisque le chinois, il nous permet de faire... il est associé avec un autre terme qu'on appelle fouler. C'est-à-dire... on va fouler dans un chinois avec un pochon. Voilà, comme ça, je vous ai bien perdu. 3 termes que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Un pochon, c'est ça, c'est une petite louche. Voilà, on n'appelle pas ça une petite louche, on appelle ça un pochon. Et en fait, quand vous avez
un chinois de cette forme conique et que vous allez y mettre donc vous y versez un bouillon, vous y versez une crème dans laquelle vous avez fait infuser des choses. L'idée c'est de filtrer, mais pour exprimer, pour faire sortir tous les sucs qu'il y a à l'intérieur de ce cône, eh bien on dit qu'on foule, fouler, et ça s'utilise aussi dans le monde du vin, hein, quand on va fouler avec les pieds des grappes de raisin, c'est exactement la même chose. Donc là je ne vais pas mettre mes pieds dans le chinois, mais avec le dessous du pochon, je vais aller appuyer dessus, et donc vous l'aurez compris, on appuie dessus et ça fait sortir, évidemment, en compressant, ça finit de faire sortir les sucres. Voilà, on appelle ça fouler une sauce. Donc si vous le voyez à un moment, en général, c'est pas trop dans les livres de cuisine dits ménagers, mais plutôt dans les livres de cuisine dits professionnels. Voilà. Alors, on a déjà sur la deuxième poudre ici, donc poudre d'amande et farine. Il nous reste encore 2 poudres à utiliser. C'est le sucre ici. Alors le sucre, pour mémoire, on était sur 140 grammes de sucre. Vous voyez, pour l'instant, j'ai rien mélangé. Hein. C'est juste peser. Chose importante en pâtisserie, c'est toujours de tout peser avant. Prenez votre fiche technique, pesez tous vos ingrédients. Alors ça fait salir pas mal de petits trucs, mais il n'y a pas beaucoup de vaisselle à faire là. Hein. Un petit coup d'eau, c'était du sucre. Un petit coup d'eau, c'était de la farine. Hein. Il n'y a même pas besoin de mettre de détergent. Mais ça vous permet après de tout assembler en 2 secondes. La dernière chose qu'on va mettre, donc c'est ici la poudre de thé matcha. Alors ici évidemment ça reste une poudre, donc on en met à peu près l'équivalent de 2 petites cuillères à café. Voilà. Alors le thé matcha c'était la grande mode pendant un temps parce que ça donne une couleur verte à nos pâtisseries. Là j'ai pris un petit matcha artisanal, donc il a moins cette couleur flashy. Méfiez-vous un petit peu que dans les matchas, il n'y ait pas trop de colorant. On y mettra une petite pincée de sel, parce que dans toute pâtisserie, on met toujours une petite pincée de sel, parce que c'est un exhausteur de goût. On va juste mélanger au fouet, tout simplement. Donc rien de très compliqué. Voilà. Et là, on a déjà l'odeur du thé matcha, qui nous arrive un petit peu sur les naseaux. Si on met donc, plutôt que du thé matcha, on veut mettre d'autres choses, comme par exemple l'extrait d'amande amère, de l'eau de fleur d'oranger, de l'extrait de café. Là, vous l'aurez compris, les filles, on est sur des choses liquides. Donc, c'est pas maintenant que je vais les mettre. Ces choses liquides, on viendra les mettre, à mon sens, une fois qu'on aura fait la préparation, ou alors on les mettra à la fin dans un autre liquide, qui est tout simplement le beurre fondu. Alors, je vais y arriver. On était sur 170 g de beurre. Donc je les ai pesés ici. Hein. Vous voyez, ça fait quand même une sacrée quantité. Alors, oui, le financier, ça reste quand même quelque chose de gras. Vous le voyez d'ailleurs quand vous êtes appelé un financier. Hein, on n'est pas étonné d'avoir les mains un petit peu huileuses. C'est normal. Hein. Alors, comment faire fondre du beurre ? Vous savez que moi j'utilise pas le micro-ondes, mais si vous utilisez le micro-ondes, mettez au niveau des watts les plus basses, même des fois faites plutôt fondre du beurre en position décongélation. Ça va vous éviter que votre beurre, déjà de l'abîmer parce que c'est assez fragile. Ça va vous éviter aussi de refaire entièrement le micro-ondes. Donc vous économiserez un petit nettoyage à la clé. Et sinon, au pire, pensez à mettre un petit film alimentaire ou un couvercle, auquel cas, si ça pète, voilà, il n'y aura pas des éclats partout. Sinon, Lisa, est-ce que tu veux bien faire une petite plongée dans la casserole? Là, c'est juste pour vous montrer que, regardez, faire fondre du beurre. Voilà, je me suis mis à 5-6, le curseur va jusqu'à 9. Regardez, il est déjà quasiment fondu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait ultra rapidement. Alors, qu'est-ce que je cherche à faire? Ici, soit on n'obtient que du beurre fondu, soit on va vous demander ce qu'on appelle un beurre noisette. Donc, le beurre noisette, ça se fait en 2 étapes. D'abord, je fais fondre, et ensuite, je pousse ma cuisson. Si vous mettez à fond d'un coup, vous allez brûler la moitié du beurre alors qu'il ne sera pas fondu. Donc, d'abord, je le fais fondre. Ensuite, je tourne un petit peu avec la poignée pour mélanger, puisque vous savez que dans le beurre, il y a du beurre, il y a de la caséine, il y a différents éléments. Et on a une petite mouche qui se balade, du coup, super, qui s'est invitée. Je ne sais pas d'où elle sort, enfin, j'espère qu'elle ne va pas trop nous embêter. Et du coup, ensuite, on va pousser légèrement en cuisson pour avoir ce côté noisette. Alors,
On dit noisette parce qu'effectivement ça prend une petite couleur brune. Et noisette parce qu'effectivement ça prend une petite odeur et un petit goût de noisette. Alors attention, c'est pas ce qu'on appelle un beurre noir, hein, c'est pas un beurre qu'on a fait brûler. Parce que le beurre brûlé, il y a vraiment. Enfin, il n'y a rien de pire. Ça sent pas très bon. Et c'est surtout pas très bon pour la santé. Donc là, je vais mélanger un tout petit peu mon beurre. Vous voyez qu'il n'est pas encore complètement fondu, hein, il reste encore 2-3 petits morceaux. Et ensuite, on va le pousser un tout petit peu en cuisson. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos blancs en neige. Alors pour l'instant, regardez, j'ai les poudres d'un côté. Ça, c'est de la pâtisserie facile, hein. Et alors, qu'est-ce que c'est bon? J'adore ces pâtisseries, ouais, à l'instar par exemple des macarons, où alors là, il faut se mettre en quatre. On se demande si on a réussi, pas réussi. Ils craquaient, ils n'ont pas fait des petites coques. Alors que là, franchement, enfin, je touche du doigt, mais les financiers, c'est quasiment inratable. Vous verrez qu'après, on peut faire des petites choses avec de la framboise. Enfin, on peut s'amuser avec plein de petites choses. Alors, 4 blancs d'œufs. Il faut savoir que dans les financiers, donc du coup, on n'utilise pas les jaunes d'œufs. Donc les jaunes, vous pouvez les garder pour monter une mayonnaise ou pour faire d'autres petites choses. Johanna, pas de questions pour l'instant? Comme on dit, qui ne dit mot consent, ça veut dire que du coup, vous êtes en train de suivre. Souvenez-vous, je vous montre souvent la petite astuce pour casser les œufs. Et l'autre jour, je regardais la vidéo d'un chef qui parlait de la même méthode. Donc je me dis, c'est bien, je ne dis pas encore trop de bêtises. Alors, 2 récipients, un dans lequel je vais mettre mes blancs, un dans lequel je vais conserver mes jaunes. Et toujours, pensez à taper votre œuf sur votre planche à découper. Vous allez voir que ça fait un petit impact qui est beaucoup plus net et qui permet d'avoir une cassure. Alors, là, je me suis loupé parce que du coup, j'ai pas fait de... Là, je l'ai carrément cassé parce que j'étais tellement omnubilé pour vous montrer la coupe nette que ça fait. Quand vous allez casser un œuf sur le plat, en fait, regardez, il y avait un petit impact au milieu. Il vous permet de mettre vos pouces, hein. On a l'impression que ça a vraiment été étudié pour. On ouvre, et là, effectivement, on va éviter d'avoir des petites coquilles dans nos œufs. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, là, comme mon œuf ne s'est pas cassé, je vais voyez, tout simplement le récupérer. Et ensuite, il n'y a pas besoin de donner 15 000 coups. Je le précise parce que j'ai vu faire l'autre jour et ça m'a étonné. Quand vous voulez, donc on dit qu'on va clarifier les œufs. Clarifier les œufs, c'est séparer le blanc, l'albumine, du jaune. Je voyais, l'autre jour j'avais un élève qui s'amusait à les faire tomber comme ça l'un dans l'autre, donc je me dis bah là on peut y passer la journée. En fait non, hein, on vient juste, mais ça vous le savez, on vient mettre la coquille sensiblement à l'intérieur de l'autre pour pouvoir basculer, regardez, uniquement le jaune et ensuite pouvoir récupérer et normalement en 2 tours de passe-passe c'est fait. Alors voilà, là à force de le faire évidemment, je l'ai crevé puisque c'est des choses qu'il faut faire relativement vite. Donc ici, on y va, on ouvre, et regardez, je fais une fois, 2 fois, voilà, et le tour est joué. Donc il m'en faut encore 2 autres. Voilà, alors là, j'y suis pas allé, voilà, j'y suis pas allé assez sèchement. Quand on montre les choses, hein, c'est souvent un petit peu plus compliqué. Voilà, hop, et de 3. Vous voyez, j'ai toujours mon petit chiffon à côté. Un principe de base, hein, normalement les filles, on ne s'essuie jamais sur le tablier. Pensez qu'il ne vous viendrait pas à l'idée de vous essuyer sur vos vêtements. Donc le tablier, c'est juste quelque chose qui est censé vous protéger. On n'imagine pas une infirmière s'essuyer sur sa blouse, un peintre essuyer son pinceau sur sa blouse. Voilà, en général, c'est un vêtement de travail. Hop, et le dernier, voilà, bah le dernier il est impeccable, regardez, hop, hop, voilà. Et hop, le tour est joué, voilà. Si jamais vous avez des coquilles dans vos blancs, c'est pas avec le doigt hein, qu'il faut aller les chercher, hein. On prend une petite cuillère et on vient racler sur le bord. Il n'y a rien de plus agaçant, on passe la journée avec le doigt et il y a tout qui s'éparpille. On me demande si le beurre est toujours sur le feu. Oui, alors, le beurre il est là, j'avais juste baissé un tout petit peu. Parce que qu'est-ce que je voulais vous montrer ici, regardez. Là, on a vraiment donc un beurre complètement fondu. Et maintenant, on va pousser un tout petit peu la cuisson. Et je vais vous montrer hein, comment on va obtenir tout simplement un petit beurre noisette. Donc on va l'avoir un petit peu plus... Lisa, on va rester là juste pour bien voir la couleur.
Et on va passer sur un petit peu plus noisette. On va monter nos blancs en neige. Alors, j'attends juste que le beurre brunisse un petit peu. Prenne un petit côté un peu beige. Alors vous pouvez le sentir aussi à la couleur. Hein. Voilà, il va pas tarder. Voilà, on est bon, on va pas aller plus loin que ça. Je vais vous les mettre côte à côte. Le petit beurre noisette, les poudres d'amandes. Et Lisa, tu vas me suivre du coup. Donc on va aller au robot. Alors comment battre des blancs? On pourrait les battre à la main. L'idée c'est que si vous les battez à la main, faites des mouvements assez amples. Prenez un fouet relativement large, hein, c'est-à-dire on ne va pas prendre des petits fouets comme j'ai pris ici. On prend des fouets un petit peu plus larges. Et on va faire des mouvements assez amples pour avoir des blancs. Ça s'obtient assez facilement. Sinon, vous avez ce qu'on appelle le mixeur plongeur, c'est-à-dire avec les deux petites hélices. Moi, j'ai pris ici ce qu'on appelle un robot à bras, puisque ici à l'école, on a quelques ustensiles de pâtisserie. Donc, on va mettre nos blancs en place. On va juste enlever, regardez ici, j'avais un petit peu de jaune qui s'était coincé. Donc, regardez, c'est pas compliqué, hein, le jaune. Simplement ici, avec la petite cuillère, ça s'enlève tout seul. On va mettre les blancs, on va mettre une petite pincée de sel. Et on va monter nos blancs en neige de façon progressive. Alors, pour quelle raison? On va monter les blancs en neige, on va prendre le temps de les monter. Regardez, là je vais déjà mettre mon fouet assez doucement. Pour vous expliquer ce qu'on est en train de faire là, ça s'appelle foisonner. Foisonner, c'est faire rentrer de l'eau dans une préparation, enfin de l'air, pardon. Donc par exemple, quand vous faites une mayonnaise, vous foisonnez, hein, vous mettez de l'huile et donc vous tournez. Là en fait, quand je fais des blancs en neige, je foisonne, c'est-à-dire je fais rentrer de l'air dans ma préparation. Pourquoi ne pas mettre les robots à fond? Parce que souvent on a tendance, voilà, on est à 7-8 d'un coup. C'est que d'une part, on est sur une préparation qui est plutôt liquide. Donc si je mets à fond, ma préparation va flotter dans le bol et je vais avoir plus de chances de faire projeter les choses à l'extérieur. Et pourquoi on utilise on va foisonner de façon régulière? C'est qu'en fait, plus vous allez prendre de temps pour faire rentrer de l'air dans vos blancs, plus vous allez faire rentrer d'air dans vos blancs. Donc sur 4 blancs, ça ne se voit pas, mais sur des quantités de blancs plus importantes, on pourrait se rendre compte que finalement on a un volume de blanc en neige plus important parce qu'on y a fait rentrer beaucoup plus d'air. Voilà. Donc d'abord on fait ce qu'on appelle un petit mélange mousseux. Alors vous allez voir, on va le faire en direct, il ne faut pas très longtemps pour faire des blancs en neige. On va attendre que ça fasse comme une petite mousse sur le dessus, vous mettez un petit peu de lumière, vous verrez mieux. Ah bah oui, on est dedans, voilà. On va attendre que ça mousse, après on va changer de vitesse, on va monter un petit peu légèrement. Voilà. Alors dans l'ordre c'est mélange les poudres, 2 on rajoute les blancs en neige, et 3 à la fin on met le beurre fondu qu'on a laissé légèrement refroidir. Voilà pourquoi je l'ai mis sur une grille, pour qu'il refroidisse un petit peu. Alors là on voit bien, voilà ça y est, on a nos blancs qui ont légèrement moussé, et on va pouvoir passer les vitesses. Et vous voyez que là j'ai un liquide qui reste au fond de la cuve et qui n'est pas en train de partir dans tous les sens. Voilà. Alors les blancs en neige, vous ne pouvez pas les louper dans le sens où même si vous les laissez battre suffisamment longtemps, ça ne tourne pas. Contrairement à la crème fraîche, vous savez que si vous la battez pendant très longtemps, ça risque de faire du beurre. Allez, et là je passe encore un cran. Je ne suis pas tout à fait à fond encore, il me reste encore une petite vitesse. Voilà, et maintenant je mets à fond, maintenant je mets bien mousseux. Donc ça fait toujours un petit peu de bruit, mais il n'y en a pas pour très longtemps, hein. On a 30-40 secondes. Et on va avoir nos blancs en neige. Voilà, on le voit hein, déjà de suite, c'est en train de monter.
Je me tais, hein, pour moi, ça sert à rien que je parle avec le robot de toute façon. Allez, on va retourner sur notre plan de travail. Je les laisse battre encore un tout petit peu. Lisa, ne te casse pas la figure, voilà. Hop. Donc à ce stade-là, on est bon. Donc, alors, je reviens sur les poudres. Hein. On pourrait très bien mettre de la poudre de noix, de la poudre de noisette. On peut aussi mixer hein, un peu de poudre d'amande, un peu de poudre de noix. Ne faites pas des surmélanges parce qu'au bout d'un moment de mettre trop de goûts différents, on va s'y perdre aussi un petit peu. Donc je vais aller chercher le blanc en neige. Voilà, et les blancs de neige, on va venir les mettre dans la préparation au fur et à mesure. Alors, on utilise ce qu'on appelle une maryse. Je pense que tout le monde connaît cet ustensile aujourd'hui. La maryse, en fait, elle a un petit côté coudé ici, un petit côté droit, et en général, elle est plate. Voilà. Alors, je ne sais pas si maryse a quelque chose à voir avec le prénom, mais en tout cas, c'est une marque déposée. Vous verrez que souvent, quand on utilise le terme maryse dans une recette, ou dans un texte, vous avez un petit arrobase à côté, vous avez ce qu'on appelle un copyright, parce que c'est un nom qui est protégé. Voilà. On va prendre, on va faire ça en général, je fais ça en 3 fois. Donc je mets un premier tiers de blanc et on mélange délicatement, c'est-à-dire là le terme qu'on utilise en général en pâtisserie, on dit qu'on est en train de macaronner. Parce que quand vous faites des macarons, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que on met les blancs. Alors pour les macarons c'est un mélange de poudre d'amande et de sucre glace, si je ne dis pas de bêtises, qu'on mélange avec les blancs. Je vous avoue que mes connaissances en pâtisserie sont beaucoup plus réduites que mes connaissances en cuisine, bien évidemment. Ce sont deux métiers différents. Deuxième tiers. Voilà. Et vous voyez que je vais obtenir une masse hein, qui s'humidifie au fur et à mesure. Voilà, toutes mes poudres qui s'humidifient. Donc contrairement à ce qu'on croit, hein, l'appareil, c'est-à-dire le mélange de tout, l'appareil à financier, est quelque chose qui reste quand même assez solide. Hein. C'est pas quelque chose de liquide, hein, c'est pas une pâte à crêpes. Hein. Vous voyez que déjà là, on commence voilà, à avoir une texture un petit peu différente. Il n'y a pas encore le beurre fondu. Il y aurait presque une crème d'amande. Voilà. Et dernier tiers. Alors les financiers, c'est une pâtisserie que je fais souvent quand j'ai envie de faire un petit cadeau. Je fais quelques financiers, je les mets dans une petite, dans un petit sachet zippé, je fais une petite étiquette, voilà, et ça peut faire des petits cadeaux gourmands. Voilà, ici on a utilisé toute la poudre de tous les blancs en neige, et je suis sur le dernier tiers, vous voyez, je vais finir de mélanger tout ça. Voilà, donc à la fin on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus facile à travailler. Pensez bien à passer, en fait, on passe par-dessous et on appuie. On passe par-dessous et on appuie. C'est ça qu'on appelle macaronner, en fait. Et ça permet de ne pas abîmer les blancs en neige, sinon ça ne servait à rien de monter des blancs. À la fin, vous venez un petit peu le chatouiller un petit peu, parce qu'il faut vraiment que les blancs soient complètement bien mélangés. Et rien de compliqué pour l'instant. On va mettre le four à préchauffer. Donc je vais demander à Camille de nous mettre un petit coup d'allumer le four. Vous allez l'allumer à 180 degrés, tout simplement. En chaleur tournante. Donc la chaleur tournante, c'est quand vous avez le petit pictogramme, la petite barre en haut, la petite barre en bas, et le petit ventilateur au milieu. Voilà. Merci Camille. Hop. Ici. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Hein. Une fois que vous avez le mélange de uniquement vos blancs d'œufs, et ici, votre mélange de poudre.
Ensuite, on récupère donc le beurre qu'on a laissé légèrement refroidir. Voilà, il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Pareil, on va le mettre en 3 tiers. Un premier tiers. Pensez toujours à venir égoutter ici. Alors là, on fait attention, hein, parce que c'est quelque chose de liquide, donc c'est quelque chose qui peut se sortir de votre saladier assez rapidement. Donc on y va tout doucement. On a des candidates qui pâtissent alors du coup ou pas, Non. Johanna? Non, c'est juste... Personne. vous regardez ça comme vous regardez ça tranquillement dans votre canapé, c'est bien. Hein. Tiens, moi je pose la question, qui a déjà fait des financiers alors du coup dans la petite équipe qui nous regarde? Les filles, est-ce que vous avez déjà essayé? Ou est-ce que vous attendiez qu'on propose la recette pour pouvoir vous y mettre? Regardez, petit à petit on va avoir voilà, un peu plus de moelleux. Et l'idée c'est de vraiment bien incorporer ce gras. Là encore, je vous ai mis des quantités qui me semblent... La recette que je vous donne, c'est une recette que j'avais prise dans un livre, puis que j'ai adaptée au fur et à mesure, parce que il y avait beaucoup plus de beurre. Hein. Je crois qu'il y avait plus de 200 grammes de beurre à l'origine. Enfin, j'ai un petit peu modifié. J'ai baissé aussi la quantité de sucre. Ah, pardon, il y a quelqu'un qui cuisine, j'avais pas vu. Ah c'est peut-être la même personne qui nous a demandé si le beurre était toujours sur le feu tout à l'heure. Mais tout à fait. Ah, c'était ça. C'est ça, oui. Ok. Est-ce que vous suivez donc oui, pour l'élève qui pâtisse, là, du coup, on doit en être au même niveau. Hop, et on continue. Deuxième tiers. Donc pareil, comme pour les blancs, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Donc vous voyez la chance. Et vous verrez que ça rentre pas aussi facilement que ça dans la préparation. Hein. Voilà. Néanmoins, j'ai quelque chose qui ne s'est absolument pas abîmé. Donc en général, c'est quelque chose qu'on fait à la maryse et qu'on va éviter de faire au fouet ou dans le travail de robot. Voilà. Et ici, on est parti pour la fin du beurre. Alors, j'ai pas abordé la question du beurre dans le sens où on aurait pu mettre ce qu'on appelle un beurre clarifié. J'essaye de ne pas vous donner trop de termes techniques, mais malheureusement, en pâtisserie, il y a quand même beaucoup de vocabulaire professionnel. Hein. Donc, un beurre clarifié, c'est un beurre que vous auriez fait fondre, et on laisse tomber ce qu'on appelle le bas beurre au fond, et on va récupérer uniquement le beurre clair. Donc, ça se fait de cette façon-là. Hein. Une fois que vous avez fait fondre votre beurre, ça se fait toujours pareil, à l'aide d'un petit pochon. On va venir récupérer le beurre clair au-dessus, on va venir le mettre dans un ramequin. Alors, nous on clarifie du beurre en cuisine parce que le beurre clarifié tient mieux à la cuisson. Donc ça nous évite de brûler le beurre dans les poêles. Et on vous fait utiliser du beurre aussi clarifié en pâtisserie parce que bien souvent on estime que c'est un beurre qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus digeste. Alors j'ai une petite question. Oui, je vais essayer d'y répondre. Est-ce qu'on peut le faire sans sucre, le financier, ou bien mettre un autre composant, pardon? Alors sans sucre, bah c'est oui et non. Si on met pas de sucre, évidemment, on n'aura pas le côté, la sucrosité, le côté sucré que va nous donner le sucre. Alors on pourrait par contre bien abaisser la dose de sucre, puisque là on était à peu près sur 140 grammes, il y en avait beaucoup plus au départ. Alors, il faudra juste compenser. Si vous mettez par exemple la moitié du poids en sucre, on augmentera un petit peu la dose des poudres, donc sensiblement de 10% la farine. Pareil pour les poudres d'amande. Et vous serez même peut-être amené à mettre un blanc d'œuf supplémentaire, parce que si vous augmentez les poudres qui en fait absorbent, faut savoir que le sucre, pardon, pas le sucre, mais la poudre d'amande, ça va avoir tendance à boire un petit peu l'humidité. Alors oui, on pourrait. Après, j'ai vu des recettes de financiers où il n'y a pas de sucre, mais on met du miel. Alors le miel, en général, on divise en deux. Hein. Le miel a un pouvoir sucrant beaucoup plus que le sucre. Et sinon, tout ce qui va être sucre de canne liquide, sirop d'agave, très tendance depuis pas mal de temps. Sirop d'agave aussi, on peut même mettre un tiers de sirop d'agave par rapport au sucre en poudre. Et après, vous avez aussi tout ce qui est sucre brun. Je parle souvent du rapadura, du muscovado, qui sont des sucres bruns non raffinés. Alors là, vous pouvez... moi, je divise par deux. Hein. Quand je remplace du sucre blanc par du rapadura ou du muscovado, je divise la note par deux, parce que ce sont des sucres bruts et qui ont beaucoup plus de goût.
Donc c'est pas la peine d'en mettre autant que du sucre raffiné. Voilà, je sais pas si j'ai répondu. Après, si vous voulez remplacer un sucre par quelque chose de sucré, après je suis pas magicien, c'est comme quand on me dit je veux manger un risotto aux crevettes et à la crème, mais je suis allergique au gluten, je suis allergique au lactose et je suis allergique aux crevettes. Je suis pas magicien, je peux pas remplacer 3 ingrédients par 3 autres ingrédients. Voilà, donc on peut remplacer le sucre par d'autres choses sucrées. Après, je ne connais pas de poudre magique qui remplace le sucre et qui fait exactement la même chose. Ça doit peut-être exister. Hein. Voilà, si c'était ça la question. Voilà, ici on a terminé. On peut montrer, Lisa, voilà, on voit qu'on a quelque chose d'un petit peu plus liquide. Voilà, ça fait même des bulles, donc ça veut dire que du coup tout est bien amalgamé. Alors, on peut laisser ces préparations reposer. Dans certaines recettes, on vous dit on va mettre ça au frigo toute une nuit. Ça me fait pas des financiers plus moelleux ou autre. Voilà. Donc moi, en général, je mets ça en cuisson aussitôt. Si vous voulez le laisser reposer, il y a un petit truc très simple à faire, c'est on dit qu'on va filmer au contact, hein, je vous le montre à chaque fois. On met un film et on va venir appuyer le film sur la préparation. On peut même mettre un petit peu de beurre fondu par-dessus. C'est juste pour éviter que ça fasse une croûte et que ce soit un petit peu compliqué. Alors, on va partir sur les moules en silicone. Alors, comment faire vos financiers? Ça, c'est un moule en silicone. On peut aussi avoir des moules en tôle. En général, alors là, on est plus sur une taille de moule à mini cake. Le financier, il va avoir un calibre un tout petit peu plus large et un petit peu plus plat. Voilà. Ça ressemble plus à un lingot que l'autre. Quand vous avez des moules en silicone, inutile de les beurrer, de les fariner. Par contre, il y a une petite astuce toute bête, c'est qu'on les passe sous l'eau. Je vous montre ici. On les passe légèrement sous l'eau et on vient juste les secouer un tout petit peu. En fait, qu'est-ce qui se passe? Cette pellicule d'eau qu'on a mis va rendre le moule en silicone encore plus anti-adhésif. Alors même si en général c'est déjà bien anti-adhésif. Donc n'hésitez pas à le faire sur tous vos moules en silicone. Et puis il y a une autre astuce aussi si vous voulez les conserver à la fin. Alors ça peut passer au lave-vaisselle, ça peut être aussi très vite rincé sous l'eau. Et si votre four est encore chaud, pour les garder vraiment impeccables, une fois que vous les avez passés sous l'eau, qu'ils sont propres, vous les remettez dans votre four comme ça, un four très chaud, et vous les ressortez, donc ça permet de les sécher complètement, et vous les ressortez au bout de 5 minutes, et vous allez voir, ils ont repris un noir intense, ou un orange intense, hein, si vous avez des moules en silicone orange, et on a l'impression qu'ils sont comme neufs. Alors, par contre, le moule en silicone, c'est quelque chose qui n'est pas rigide, donc pensez toujours à le mettre sur une plaque rigide avant de démarrer. Et puis là, je vais simplement remplir mes alvéoles. Donc pensez aussi à remélanger à la dernière minute parce que vous avez le beurre qui peut aussi être remonté un tout petit peu. Et là, Camille, je ne sais pas comment on va faire parce que je voudrais que tout le monde puisse voir. Alors, je dis Camille, les filles, parce que vous n'avez pas vu, on a eu un petit changement de caméraman qui a été tellement discret que vous ne l'avez pas vu. Voilà. Pensez à récupérer votre pâte. Vous voyez, votre maryse, elle vous aide jusqu'à la fin de la recette pour éviter... Alors, s'il y en a qui tombent sur les bordures, bien évidemment, ça se nettoie, mais vous voyez, vous pouvez accompagner. Ce qui est très important dans tout ce que vous faites, et nous, dans nos cuisines, c'est la première chose qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle la dextérité, hein, c'est-à-dire comment nos collaborateurs dans les cuisines vont utiliser leurs mains et les ustensiles. Pour, bien évidemment, si on n'en met pas sur les rebords, ça nous fait moins de nettoyage à faire et on gagne du temps. Voilà. Ici, je vais juste récupérer, vous voyez, la maryse, ça sert à ça aussi. Récupérer un petit peu toute ma pâte pour la remettre en place et venir finir avec la dernière alvéole. Alors moi, j'ai fait une recette qui est adaptée à mon moule. Je vous laisse à la maison doubler ou tripler les proportions. Selon que vous pouvez avoir aussi des moules beaucoup plus grands. Hein. Voilà, ici. On me pose la question, est-ce qu'on remplit toute la hauteur du moule? Ce que je vois, c'est ce que tu as fait. Oui, on va jusqu'en haut. Il y a juste là où j'en ai mis un petit peu trop, donc je vais aller chercher
Oui, parce qu'en fait, ça gonfle. Ça gonfle, ça fait une petite alvéole sur le dessus. Alors, pourquoi je nettoie ici, les filles, vous allez voir, parce que sinon, ça va recuire. Et là, regardez, je vais juste en récupérer un tout petit peu. Alors, l'avantage avec le silicone, c'est que c'est assez facile à faire, hein. Voilà. Pour celles qui nous rejoindraient en cours de route, voilà, mes financiers ont cette petite couleur verte parce qu'il y a du thé matcha dedans. On le disait tout à l'heure, vous pouvez aussi mettre de l'extrait de café ou du cacao, tout simplement, hein. On met un petit peu de cacao. Alors le cacao, on le mettra dans les poudres à ce moment-là. Toujours pareil, pour prendre un petit peu d'avance, vous voyez ça, c'est très gras. C'est pas la peine d'aller gaspiller de l'eau. Je vais le mettre juste sous l'évier ici. Et du coup, à chaque fois que je me laverai les mains, voilà, il y aura un petit peu d'eau qui tombera dans le saladier. Et à la fin, on n'aura plus qu'à mettre un petit tour de passe-passe dedans. Je vais juste passer un petit coup d'éponge sur le dessus. Ici, avec un chiffon propre, voilà. Pour éviter que tout recuise. On est bon. Voilà. Et ça va partir au four. Voilà, je vais faire le tour. Hop, je me faufile, Camille. Donc je rappelle qu'on a mis le four à 180 degrés, ça peut être 170, hein, regardez si vous avez des fours qui tabassent un peu, baissez un tout petit peu. Chaleur tournante ici, donc c'est le petit picto avec le haut, le bas et la ventilation au fond. Pourquoi? Parce que ça va permettre une régularisation de la chaleur. En fait, on appelle chaleur tournante tous nos fours dits modernes. Sinon, on aurait ce qu'on appelle une chaleur dite statique. On utilise souvent aussi le terme de convection, hein. Quand vous regardez un four à convection naturelle, c'est ce qu'avaient nos grands-mères ou nos parents, hein, c'est-à-dire une gazinière basse où il y avait un petit appel d'air. Et on appelle ça une convection naturelle puisque c'est l'échange entre l'appel d'air chaud et l'appel d'air froid. Ces fours-là, on dit qu'ils sont à convection forcée, parce que la convection forcée, en fait, vient du petit ventilateur qui se met en route comme un sèche-cheveux et qui va brasser l'air chaud. Alors aujourd'hui, vous avez même des fours, si vous devez vous rééquiper, il y a des fours aujourd'hui qu'on peut cloisonner. Donc c'est une espèce de plaque qui se met entre les deux, mais qui fait de l'étanchéité, où vous pouvez avoir une certaine température en haut et une autre température en bas. Donc c'est encore mieux que la chaleur tournante, parce que du coup, vous pouvez faire du poisson en bas et un gâteau en haut. Puisque l'argument des convections dites forcées, des chaleurs tournantes, c'était qu'on pouvait cuire on pouvait faire de la pâtisserie en même temps qu'on faisait du poisson. C'est-à-dire, si vous voulez pas avoir une tarte aux pommes qui a le goût de rouget ou de saumon, je vous conseille quand même de faire les choses au fur et à mesure. Alors, comment on ouvre un four, ça aussi c'est très important, et montrez-le aux enfants. D'abord, j'ouvre le four, je m'éloigne un petit peu. On a souvent tendance à ouvrir le four et à mettre la tête dedans, je ne sais pas pourquoi. Moi, le premier, c'est encore une habitude. On ouvre le four, il y a quand même beaucoup de chaleur qui sort à ce moment-là. On va enfourner à mi-hauteur. Jusque-là, rien de compliqué. On va même se mettre ici à mi-hauteur. Ça cuit entre 20 et 25 minutes. Je retourne à mon poste de travail, le temps que Camille fasse la petite rotation dans l'autre sens. Voilà, il est 4h moins 7, 4h moins 5. Voyons, normalement on consacre 1 heure à chacune des recettes, mais là c'est bien que j'ai un petit peu d'avance puisque le risotto et le petit poulet forestier vont nous prendre un petit peu plus de temps. Les filles, est-ce qu'il y a des questions sur cette pâtisserie qui, ma foi, est relativement simple, mais vous voyez sur laquelle on avait quand même pas mal de choses à dire. Je me lave les mains et on est parti pour la partie recette salée. Là encore, je vous repose la question, voilà, de savoir qui cuisine en même temps que moi. Pour savoir quel rythme je vais adapter aussi à la recette. Johanna, ça se manifeste ou pas? Non, pour le moment, non. Après, on a toujours notre élève, modèle. Ouais, ok. Donc ça, c'est bon. Allez, ben on passe sur le salé. Alors, du coup, quelque chose que j'aime beaucoup faire, effectivement, tu as raison Camille, on peut refaire un petit tour sur le plateau. On va partir sur tous les légumes primeurs.
Alors, quelle est la règle qu'on va suivre? Rien de très compliqué. Petit 1, on va fabriquer un bouillon maison. Ça, c'est pour vous éviter d'utiliser toutes les poudres, les bouillons cubes. Hein. Vous savez que je suis pas fan et c'est tellement simple de faire un bouillon maison. Vous verrez que maintenant, quand on vous parle de bouillon de légumes, hein, on va le faire en direct. Deuxièmement, c'est la garniture qui va composer la base du risotto. Donc là, on est sur un risotto dit légumes primeur. Donc forcément, on va faire un petit hachis d'oignons nouveaux, d'asperges vertes, de petits pois. On va séparer tout ce qui est légumes fragiles. Donc là, vous l'aurez bien compris, les légumes fragiles, c'est tout ce qui va être les petits pois et les fèves. On va les faire cuire séparément. Pourquoi? Parce que dans cette base de légumes, on fait cuire quand même le riz pendant 18 minutes. Donc 18 minutes pour les petits pois et les fèves, c'est beaucoup trop. Donc on les fait cuire séparément. Et ces petits pois et ces fèves, on viendra les rajouter dans le risotto. Donc pensez bien qu'à chaque fois que vous avez des choses dites un peu fragiles, on va avoir tendance à les cuire séparément et les rajouter après. Ensuite, en 3, on a une petite sauce forestière à faire. Donc ça va être juste échalotes et champignons qu'on va passer vite fait au mixeur et qu'on va crémer. Et puis on aura juste le poulet à faire cuire et mélanger le tout. Alors encore une fois, une recette relativement simple sur laquelle on va pouvoir se donner pas mal de petits conseils. Pardon, j'ai une question pour toi. C'est par rapport au financier. Oui. On me demande si on veut rajouter de l'amande amère, quel effet ça a et combien on en met à peu près. Alors, l'amande amère, j'en avais là, hein, c'est cet extrait-là. Moi, je mettrais l'équivalent d'une petite cuillère à café. L'amande amère, quel effet ça a? Bah alors, ça a un goût d'amande amère déjà. Donc l'amande amère, c'est un petit côté un petit peu kirché, hein, ça ressemble un peu à ça. Dites-vous qu'à côté, vous avez mis de la poudre d'amande, donc évidemment, ça va renforcer le petit côté. On va dire que la poudre d'amande aurait un petit côté acidulé, hein, il y a un peu d'amertume et un petit côté sucré, et ça va renforcer un petit peu. Je vous rappelle qu'on la mettrait au moment où on a fini de mélanger notre préparation, ou soit au moment où on met le beurre fondu. Voilà, au moment où on va aborder la phase des liquides. Voilà. On est parti. Alors, je vais préparer une première casserole ici où je vais mettre simplement un petit peu d'huile d'olive. Moi, je cuisine à l'huile d'olive puisque vous vous doutez avec le prénom que j'ai, je suis d'origine espagnole. Si vous voulez cuisiner avec de l'huile de tournesol, colza, arachide, pépins de raisin, il y en a même qui cuisinent à la graisse de noix de coco. Pensez d'ailleurs que sur les graisses de noix de coco, il y en a aujourd'hui des naturés, hein, c'est-à-dire qui n'ont pas le goût de noix de coco, puisque pensez que cuisiner avec ça c'est bien, mais avoir le goût de la noix de coco c'est toujours un petit peu compliqué. Alors qu'est-ce qu'il nous faut comme base pour un bouillon? Eh bien, que des choses qu'on a sous la main. Regardez, je vais commencer déjà avec simplement, j'ai du persil, je vais avoir besoin de persil dans ma recette, je vais avoir besoin d'ail, mais je vais déjà pouvoir ici récupérer 2 gousses d'ail. C'est le poids du téléphone qui fait que... Voilà. C'est du direct, hein, donc ça arrive aussi. Hein. Voilà. Tac. 2 petites gousses d'ail. On va se dépanner avec le plat du couteau. Regardez, on va simplement appuyer dessus. L'idée, c'est vraiment d'exploser notre gousse d'ail, mais sans plus. Hein. Voilà. Et on l'épluche pas, il n'y a pas besoin d'éplucher. On se casse pas la tête. Voilà. Alors, si avec le plat de la main, c'est un petit peu compliqué, parce que forcément, ça demande un petit peu d'effort. Regardez, ça demande aucun effort. Hein. Pim, voilà. Voilà, un petit coup de casserole. En plus, ça nous défoule, voilà, comme ça. Si on a une petite colère à exprimer, comme ça, on s'en débarrasse assez rapidement. Autre chose que vous avez l'habitude de jeter, je vous en parle souvent, c'est les queues de persil. Voilà, il y en a un jour qui a dit qu'il fallait jeter les queues de persil, je ne sais pas pour quelle raison. Alors regardez, ça c'est tout bête. Les queues de persil, c'est magique, c'est que du goût et c'est que du bon goût. Et si vous voulez en avoir le cœur net, je fais toujours la même expérience. Hein. Amusez-vous à sentir une queue de persil, ça sent quasiment rien. Amusez-vous juste à froisser une queue de persil de cette façon-là. Et sentez après, vous allez voir rien que l'odeur qui en ressort. Alors pourquoi on les froisse? Parce que tout simplement, ça va nous permettre de faire sortir un petit peu les jus. Voilà. Et moi j'aime bien, ça sent bon sur les mains. Alors, les queues de persil, quand il vous en reste sur des bouquets, petit sachet zippé au congélateur, plutôt que de les jeter à la poubelle. En plus, c'est écolo, parce que du coup ça fait des déchets en moins dans la poubelle.
Et puis quand vous en avez besoin, vous ouvrez le congélateur, le petit sachet zippé, vous récupérez 2-3 queues de persil et vous les mettez à cuisiner dans ce que vous voulez. Alors là, on a déjà une bonne base. Hein. L'idée d'un bouillon, c'est quoi? C'est de l'eau qui va devenir ce qu'on appelle un liquide aromatique. Donc on va utiliser des choses qui finalement n'auraient peut-être pas servi au plat, qui vont, elles, nous permettre d'alimenter et de donner un peu de goût au bouillon. Alors, quelque chose qu'on ne va pas utiliser, c'est par exemple là dans les asperges. Je vais d'abord les passer sous l'eau. Dans les asperges, en général, on n'utilise pas la base. Hein. Regardez, la base, c'est ce qui va se casser ici. Chose qu'on n'utilise pas forcément, qu'on a l'habitude de jeter. Ce qui est presque dommage. Parce que là, je vais avoir la partie la plus tendre. Donc, on a encore un petit peu de boulot hein, sur les asperges. On n'a pas terminé. Je vais les laisser là. Mais par contre, cette partie-là que j'ai nettoyée, évidemment, elle est, si on regarde ici, elle est extrêmement fibreuse. Je ne vais pas l'utiliser. Par contre, si j'appuie juste dessus, à nouveau, avec la paume de ma main, ou tout simplement avec ma casserole, en fait j'éclate la structure de cette base là que je vais aussi aller mettre dans mon pot bouillon et qui va me permettre de récupérer tous les arômes des légumes qui sont à l'intérieur. Alors là j'ai fait le choix de faire rissoler cette préparation. On peut aussi faire un courbouillon sans rissoler les éléments qui sont dedans. Hein. On peut simplement mettre tous les éléments, recouvrir d'eau, porter à l'ébullition et on obtient un bouillon de légumes. Pourquoi on fait rissoler? Parce que ça amène généralement un petit peu plus de goût. Allez, autre chose qui ne nous sert à rien dans les légumes, c'est souvent, vous voyez, les parties hautes, un petit peu défraîchies d'un oignon nouveau. Voilà. Hop, ça je vais les laver tout simplement. Et je vais les rajouter. Ça, c'est encore un exemple. Hein. Après, si on n'a pas ces parties-là, qui sont, entre guillemets, des déchets du légume, on peut se dépanner simplement un petit bout de carotte, petit bout de navet, un ail écrasé, et hop, on a un bouillon de légumes. Voilà. Alors, ce dont on vous parle aussi très régulièrement, et pourquoi on vous parle du céleri branche, la branche de céleri, c'est parce que en fait, si on s'apparente au niveau du goût, dans tous les bouillons cubes, donc là je vous parle des petites choses que vous achetez emballées sous vide, les cubors, les Maggi, tout ça, souvent cette odeur, ce goût typique du cubord notamment, c'est le goût du céleri. C'est quasiment ce qui s'en rapproche. Alors regardez, là je vais utiliser cette partie-là, la base, et je vais juste la nettoyer un tout petit peu. Alors le céleri, vous allez voir, on n'en met pas des masses. Je mets à peu près la moitié de ça. Pourquoi? Parce que le céleri c'est extrêmement fort, hein, donc on fait attention. Pareil, je viens pourquoi je le casse? Parce que du coup le goût va sortir plus facilement. Voilà. Et autre chose que je n'ai pas aujourd'hui parce que je ne suis pas passé par le marché ce matin. Et du coup j'ai un vendeur d'aromatiques là-bas. Si vous allez au Capucin d'ailleurs à Bordeaux Centre, c'est François Fortin, ça s'appelle la cabane aux aromates. Il vend une herbe et que vous avez peut-être dans vos jardins qui s'appelle la livèche. La livèche, on appelle ça d'ailleurs l'herbe à magie, en référence au bouillon cube magie, au cube. Pourquoi? Parce que la livèche, quand vous la frottez, ça sent le bouillon cube. Voilà, ça sent le bouillon cube artificiel. Sauf que la livèche, vous l'aurez compris, c'est vraiment naturel. Donc, livèche, queue de persil, cerfeuil, herbe aromatique. Là, je ne vous ai pas parlé des herbes sèches, tout ce qui pourrait être thym, origan, romarin. Lavande comestible. Alors, vous ne mélangez pas tout, hein, vous faites des choix selon les courbouillons que vous voulez faire. La petite feuille de laurier, fraîche ou sèche, qu'on va écraser comme ça légèrement. Et puis, je vais prendre encore autre chose. 2 éléments sur mon plateau. Regardez, j'ai acheté... ça, c'est l'avantage des légumes primeurs au printemps. C'est ce qu'on appelle des légumes fans. C'est-à-dire que mon navet, du coup, a été vendu avec... la plante que vous ne voyez jamais dans les supermarchés, puisque du coup ça c'est découpé. Alors, là j'ai des fans de navets, il faut se dire que dans les fans de navets aussi, hein, là on a un petit goût de... On le perçoit, hein, il y a un petit goût de navet qui arrive à la fin, parce qu'évidemment ça participe du même légume. Et dans les fans de carottes aussi, si je m'amuse à les broyer, je vais avoir un petit goût un peu, je ne sais pas si on peut dire carotté. Voilà. Alors regardez, ça, plutôt que de le jeter, c'est pareil. Je récupère ici fan de navet, fan de carotte,
que je vais un petit peu exploser du bout des mains. Que je vais passer sous l'eau et que je vais venir mettre ici. Voilà. J'essaye de désacraliser cette histoire de bouillon parce que le problème c'est que dans toutes les recettes, à la télé, partout, on vous dit oui, oui, vous rajoutez un petit bouillon de légumes, vous rajoutez un petit bouillon de bœuf, vous rajoutez un petit bouillon de poule. Alors on dit toujours petit. On se dit mais où est-ce que je l'achète parce que ça n'existe pas en brique. Alors si, ça pourrait exister. Ça existe en poudre, ça existe en gel. Mais qu'est-ce que c'est meilleur quand c'est vous qui le faites. Et là je vous montre que... allez, fan de carottes, fan de radis, une gousse d'ail écrasée. On n'est pas en odorama, mais je peux vous dire que si je pouvais vous envoyer les odeurs chez vous, ça sent extrêmement bon. Alors, on vient faire rissoler tout ça. Je remets juste un petit peu d'huile d'olive par-dessus. On va rajouter du sel. Alors, fleur de sel, gros sel, comme vous voulez. Hein. Un bouillon, il faut quand même que ce soit salé. Là, j'ai des graines de coriandre, donc je vais mettre un petit peu de coriandre dedans. Je vais mettre un petit peu de poivre. Et si vous voulez pas mettre de poivre du moulin, il y a quelque chose d'extrêmement simple, c'est de prendre, vous voyez là par exemple dans ce pot, on va montrer Camille ici, voilà. J'ai un petit mélange de plein de graines, il y a du poivre blanc, il y a du poivre noir, il y a du poivre gris. Voilà, on peut simplement aussi... Alors le poivre c'est extrêmement fort, on fait attention, voilà. Et puis je vais vous montrer d'autres exemples pour faire un bouillon rapide. Là on est avec nos amis sur le bassin, la maison Saravan, ça c'est... des petites graines de paradis, voilà, qu'on peut mettre au fond. Sinon, je vous ai choisi ici simplement du fenouil. Voilà. Le fenouil, c'est un super bon goût comme ça. On en fait une petite infusion. On met juste quelques graines de fenouil. Là, je crois qu'on aura un super bouillon. Hein. Je vais arrêter là au niveau des goûts, puisque du coup, au bout d'un moment, ça aura plus goût de rien, à force d'avoir trop mélangé les choses. Une fois que ça a bien doré, de l'eau. On recouvre d'eau et ça c'est le bouillon, je vais vous montrer la couleur tout à l'heure. Ça c'est le bouillon qui va nous servir, je vais rajouter encore un petit peu d'eau, qui va nous servir à alimenter notre risotto. Pas de questions Johanna, du coup on est bien? Non, non, pour le moment ça va. Profitez-en les filles hein, sur le bouillon s'il y a vraiment des questions, parce que c'est souvent... c'est vraiment quelque chose qui passe partout, qui sert dans toutes les recettes. Alors, je fais juste une digression avant qu'on continue la recette. Et puis, on va aller faire un petit tour dans le four aussi, parce que ça commence à prendre une jolie forme au niveau de nos financiers. Ne confondez pas, donc tout ce qui va être bouillon ou court bouillon. Court bouillon, c'est plus associé au poisson. Donc, le court bouillon, c'est un liquide aromatique rapide. Alors, court, C-O-U-R-T, bouillon. Il est court pour deux raisons, je l'explique souvent. Il est court dans son volume, parce qu'en général, un court bouillon, c'est un demi-litre, voire 1 litre. Et il est court aussi, C-O-U-R-T, dans sa préparation. C'est-à-dire que pour faire un court bouillon, il faut 10 minutes, 12 minutes, et le tour est joué. À l'opposé des courts bouillons, vous avez ce qu'on appelle les fonds. Hein, et les fonds, c'est souvent ce qu'on vous vend sous forme de poudre. Fond de bœuf, fond de volaille, fond de veau. Ça, c'est des grosses marmites dans lesquelles on met des légumes, on va mettre des parures de viande ou plein de choses, et on va laisser bouillir, s'évaporer, jusqu'à temps d'avoir, ça porte très bien son nom, le fond de la casserole. Donc pour faire un fond de veau, il faut partir des fois de 5, 6, 7, 8 litres de liquide. Bon, ça c'est encore une autre aventure. J'ai deux questions. Oui. Alors, la première c'est sur les financiers. On me dit combien de temps la cuisson des financiers, est-ce qu'on les laisse encore? Eh bien on va aller voir, en général, là ça fait un petit quart d'heure à peu près. Je fais le tour, on va aller regarder, mais on n'est pas trop mal. Alors, c'est là aussi il faut faire attention en ouvrant le four, parce que là tout à l'heure je n'avais que de la chaleur. Là ce que vous allez avoir c'est aussi toute la vapeur, hein. On va le voir de suite, voilà. Donc ça, cette vapeur, si vous la prenez, en fait on se brûle plus souvent avec la chaleur qu'on ne voit pas, qu'avec la chaleur qu'on voit ou qu'on suppose. Alors, là ils ont bien gonflé, je vais les laisser encore... allez, 2-3 petites minutes, mais on est pas mal. Ce que je vous conseille, c'est peut-être de baisser légèrement votre four. Voilà, on était encore à 180 degrés. Là, je vais baisser à 160, qui va permettre de les assécher un tout petit peu. On les laisse 5 minutes et puis le tour est joué. Après, j'ouvrirai la porte du four, je vous expliquerai pourquoi et on éteindra le four. Je retourne là-bas. Et ma deuxième question, du coup, c'est quel morceau ajouter pour un bouillon de poulet ou de bœuf? Quel morceau de viande est-ce qu'on met?
Ah oui, alors, bouillon de poulet, ça va être la carcasse du poulet. Là aussi, ne vous y trompez pas, quand on vous parle de carcasse de poulet, on parle de carcasse crue. Même si je pense qu'avec le poulet rôti du dimanche, il vous reste les os et la carcasse, on pourrait les remettre à bouillir, on obtiendrait quand même du goût. Mais en général, c'est plutôt avec les parures crues. Alors, soit vous demandez à votre volailler, votre boucher des carcasses de poulet, parce qu'il en a, hein, quand il a levé les cuisses, les ailes, qu'il a enlevé toutes les escalopes, il reste forcément la carcasse. Dans les marchés, on voit souvent, le volailler va avoir à côté des carcasses de canard. Ça, c'est assez marrant parce que les carcasses de canard, c'est toujours vendu avec ce qu'on appelle les demoiselles. C'est-à-dire, ça, c'est une règle en France. On vend la carcasse de canard avec les deux petites aiguillettes sur le côté. Parce qu'on estime que ça vaut pas grand-chose et souvent, on achète la carcasse pour ça. Et sinon, carcasse de poulet. Et sinon, au pire, on n'a pas. Vous voyez, par exemple, là, dimanche, j'ai fait une paella. Et ben, il me fallait un bouillon pour ma paella. Eh bien, j'ai pris deux petits pilons de poulet que j'ai fait revenir dans une casserole avec de l'oignon, un peu d'ail. Et ensuite, j'ai mis de l'eau. Et du coup, ces pilons ont dégagé une saveur un peu animale, hein, de volaille. Néanmoins, je ne les ai pas perdus, ces pilons, puisque je ne les ai pas mis dans ma paella, mais je les ai utilisés le soir pour les décortiquer et mettre dans un petit bol rapide avec une petite salade de riz. Voilà. Pour le bœuf, on peut prendre... alors, on n'est pas obligé de prendre ce qu'on appelle des morceaux nobles, hein, ça peut être du paleron. Ça, c'est vraiment si on veut de la viande, pour donner un goût de viande. Et puis ce paleron, une fois qu'il aura cuit, on s'en servira pour faire autre chose. Et sinon, ça peut être ce qu'on appelle un os. Quand vous dites à votre boucher, est-ce que vous n'avez pas un os? C'est souvent un os à moelle, donc un os de bœuf qui va vous couper en petits morceaux et que vous allez mettre dedans. Alors ça peut sembler un peu pas très ragoûtant comme ça, parce qu'on a perdu un peu l'habitude. Mais cet os va donner plein de goût à la préparation. Voilà, mais en général, le bouillon, ça doit rester, si on est comme sur cette base-là, on doit rester sur quelque chose de végétal. Voilà. Alors, je vais switcher du coup pour envoyer mon bouillon à gauche. Et là, on va le laisser revenir gentiment. Et puis ici, on va s'occuper de deux autres choses. Alors, on va démarrer avec la partie fragile qui est les petits pois et les fèves. Je vais mettre un petit peu d'ordre ici, parce que du coup j'ai mis un petit peu de bazar. Ici, hop, voilà. Alors, je vais attraper ici tout ce qui est petits pois, on va les écosser en direct, et quelques fèves. Je vais me mettre ici. Alors regardez, tout à l'heure j'avais, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire en cuisine, et vous verrez que vous marquez des points. C'est de ne pas avoir sali toute la batterie de cuisine à la fin quand vous avez terminé vos recettes. Parce qu'il n'y a rien de pire. Soit vous avez un plongeur attitré et vous avez quelqu'un qui vous fait la vaisselle au fur et à mesure. Mais quand vous devez vous taper toute la vaisselle à la fin et que vous avez cuisiné, c'est souvent la corvée. Là, j'ai une casserole dans laquelle j'ai fait du beurre fondu tout à l'heure. Il n'y a pas de raison du coup de récupérer ce beurre, puisque normalement je vais faire ce qu'on appelle une cuisson à l'étuvée ou une cuisson à l'étouffée. Alors vous allez vite comprendre ce que c'est. Je vais simplement ici écosser mes fèves et mes petits pois. Je vais y mettre un petit fond d'eau. Je vais y mettre un petit carré de sucre, parce que moi j'aime bien mettre un petit carré de sucre brun à l'intérieur. Là je vais jeter les épluchures de fèves, mais je vais vous expliquer aussi ce qu'on peut en faire. Voilà, regardez, donc ici, petite fève. Ce qu'on appelle févette, c'est quand on est sur des choses un petit peu plus petites. Hein. Voilà. Ouais, là, il y a plein de moucherons parce que du coup, les légumes... Ah ben moi, je vous demande un petit conseil, les filles. Je ne sais pas si vous avez des moucherons à la maison. Mais alors, nous, quand arrive l'été, c'est une catastrophe. On a l'impression que je vais leur faire payer un loyer parce que ils squattent l'atelier. Est-ce que vous avez des trucs et des astuces? Là, je pense que je les ai ramenés dans les fans des carottes, mais c'est ultra pénible, en fait. Voilà. Donc, allez, ici, on est bon pour nos fèves. Alors, moi, je ne les épluche pas, mais vous avez, dans certains restos, on va s'amuser à enlever cette petite partie-là, c'est-à-dire ce pédoncule qui est au-dessus, parce que soi-disant, il donne un petit peu d'amertume. Vous avez même aussi certains restaurants, alors ça, c'est plutôt type gastronomique, où on va, vous voyez, je suis en train d'éplucher la fève, je vais vous montrer, parce que du coup, effectivement, on dit que la peau est un petit peu d'amertume, et on va enlever simplement la petite carapace au-dessus, pour pouvoir
Je vais y arriver. Voilà. Pour pouvoir récupérer le... Alors, je vais le faire sur la planche, ça va être plus simple. Voilà. Récupérer l'intérieur, c'est-à-dire les deux petites faibles, les deux demi. Moi, je trouve que c'est un petit peu du gaspillage. Ça, vous voulez vraiment le faire quand vous voulez mettre quelques févettes dans une salade, mais sinon, tout se mange. Voilà. On va faire une chose avec les petits pois. Petit carré de sucre, et d'habitude, j'ai l'habitude de mettre du beurre à l'intérieur de cette préparation, mais là, du coup, je ne vais pas mettre de beurre, puisque j'en ai déjà plein ma casserole. Donc, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc, pourquoi je cuis ça à part? Parce que j'ai besoin, tout simplement, d'avoir une cuisson assez rapide, et ça viendra se rajouter cuit à l'intérieur de mon risotto. Voilà, je vais m'arrêter là. Du coup, petit pois fèves, févettes, tout ce qui va être pois gourmand aussi, ça peut être cuit de cette façon-là au même moment. Je mets une févette de plus. Et maintenant, on va s'occuper des autres légumes, c'est-à-dire ceux qui vont constituer le fond de ma casserole. Donc voilà, je montre à Inès. Voilà, petit pois, 40. Le petit carré de sucre brun qui est ici. Voilà. Un tout petit peu d'eau, je vais aller le prendre directement à l'évier. Voilà. Pas plus, hein, ne me mettez pas plus d'eau, vous allez voir que ça va très vite lâcher un petit peu d'eau. Vous vous mettez ici, tout simplement, on allume le feu, on va saler légèrement, voilà, et on va mettre un petit couvercle par-dessus. D'ici 2 minutes, je viendrai donner un petit tour pour mélanger un petit peu tous les ingrédients. On va partir ici sur une base de navets, carottes. Alors regardez, ici je pars sur des légumes fans. Et j'ai gardé mon petit robot derrière parce que je vais vous montrer, les filles, je vous montre très souvent comment faire un petit mix de légumes assez rapide. Donc là, soit vous épluchez. C'est beau une carotte fan, hein, j'adore. C'est toujours magnifique. Là, j'ai un petit épluche peaufine hein, qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est joli comme tout. On pourrait la laisser comme ça, la mettre dans une poêle avec un peu d'eau, un peu de beurre, un peu de sucre. Et pareil, on les fait étuver. Et vous les faites saisir dans un petit peu de gras à la fin et vous les déposez sur une assiette. C'est aussi simple que ça. Alors, je vais en faire une deuxième. Voilà. Merci Camille. Donc ici, on ne s'occupe pas des fans, mais si vous voulez, vous les gardez à la maison pour faire d'autres choses, pour faire des bouillons, plein de petites choses. Ici, on va... Pour l'instant, donc je n'ai pas nettoyé mes légumes. Hein. En fait, je travaille sur une cuve, hein, ça je vous le dis souvent. Éplucher tous vos légumes sur une cuve qui vous permet de contenir, et sur une planche à découper, on ne fait que des choses propres. Hein. Donc pour l'instant, j'ai mes 2 légumes ici. Le navet, je ne vais même pas l'éplucher, puisque là on est sur du navet dit nouveau, donc on peut tout à fait garder la peau. On aurait pu garder la racine, mais on en reparlera hein, de l'utilisation de toutes les petites choses qui vont autour. Voilà, je vais laver tout ça et je vais vous montrer comment très vite on va faire un petit mix de légumes. Voilà, sur ma planche à découper propre. Voilà, est-ce que vous êtes avec moi ici? Voilà, on va essayer de faire un petit coin propre quand même. Voilà. Ici, on va simplement couper rapidement nos légumes en 3-4 morceaux. Rien de très compliqué. Je vais prendre mon robot avec la petite lame de coupe. Si vous n'avez toujours pas de robot à la maison, les filles, c'est le moment de vous faire offrir un robot. Hein. Je sais que toujours on râle, on dit oui, il ne faut pas offrir des casseroles. Mais réclamer, hein, un robot, ça sert toujours. Hein. Moi, vous pouvez m'offrir des casseroles, hein, ça ne me vexera pas. Hein. Non, mais je plaisante, mais s'aider avec des petits outils du quotidien, vous allez vite comprendre pourquoi. Hein. Ce robot, vous avez vu qu'à quasiment à chacun de mes cours, je l'utilise. À chaque fois, je me dis, tiens, cette fois-ci, je ne le sortirai pas. Et puis finalement, vous allez voir que ça permet de cuisiner des légumes super rapidement et de se dépanner rapidos. Alors, comme j'ai la flemme aussi aujourd'hui et que j'ai pas envie de faire mon oignon et mon échalote, regardez, exactement de la même façon, je vais prendre ici l'oignon nouveau. Je rappelle qu'on consomme toutes les tiges. Hein. Donc ici, tu vois rien parce que du coup je suis devant. Là,
très rapidement, on vient émincer tout ça. Là, je vais le couper en deux. Tout ça à la main, ça m'aurait demandé, j'y serais encore, hein. Là je serais encore sur la carotte. Hein. Si vous voulez vraiment faire ce qu'on appelle une brunoise, hein, c'est-à-dire on va couper en petits carrés et autres, alors que là on va obtenir un petit hachis rapide. Donc ça je vais le mettre au robot ici, et on va en plusieurs fois, tout simplement. On va donner un premier petit coup. Alors reste au loin Inès, parce que comme ça on a moins de bruit. Premier petit coup, hein. L'idée c'est de ne pas mixer en continu. On est à peu près sur 3 fois 30 secondes à peu près à chaque fois. Hein. Voilà. Et voilà comme on a un petit hachis de légumes qui va nous permettre de faire la base du risotto. Alors même si quand on est puriste, oui Camille me fait signe, alors du coup sur deux choses à la fois. Donc on va, eh bien Camille tu vas ouvrir le four tranquillement et Inès va te filmer pendant que tu fais cette petite opération. Voilà, laissez la vapeur sortir. On peut ouvrir la porte complètement, voilà, comme ça. Là voilà, Inès si tu veux t'avancer, ne te brûle pas, vous allez voir qu'ils ont un petit côté voilà, bien sympa, bien croustillant. Alors là ce que vous pouvez faire, comme là par exemple, on n'a pas forcément besoin de place. Camille, tu vas simplement éteindre la chaleur du four, éteindre tous les boutons, voilà. Et vous allez laisser le four avec la porte entrouverte. Pourquoi entrouverte? Parce que si vous voulez foutre en l'air votre pâtisserie et que vous laissez la porte ouverte, c'est juste la bêtise à éviter. Pourquoi? Parce que tant que la porte est fermée et qu'on a ce qu'on appelle la chaleur tournante, on a l'humidité générée par tout ce qui est dedans, c'est-à-dire la préparation, qui est évacuée, on ne s'en rend pas compte, mais qui est évacuée du four par cette ventilation. À partir du moment où vous arrêtez votre four et que vous laissez la porte fermée, vous avez l'humidité qui continue d'arriver parce qu'il fait chaud, mais le ventilateur ne fonctionne plus. Donc du coup, vous avez l'humidité qui reste à l'intérieur. Et l'humidité, ben, si elle vient humidifier vos pâtisseries, on n'a plus le côté croustillant. Donc combien de fois on a fait une tarte aux pommes ou une tarte un peu caramélisée qui est super belle, et puis on éteint le four, on laisse le four éteint. Quand on ouvre le four, évidemment, il y a une énorme vapeur qui sort du four et on ne réalise pas qu'on a flingué son gâteau parce que du coup, il est tout ramollo. Ça vaut pour le poulet grillé, ça vaut pour plein de choses. Alors, soit vous laissez le four allumé et la chaleur tournante continue, mais par contre, vous avez éteint la température, et dans ce cas-là, c'est juste de la chaleur tournante et vous n'allez pas humidifier vos plats, soit vous laissez la porte légèrement entrouverte. Voilà. Merci Camille, parce que sinon, je pense qu'on aurait brûlé les financiers. Allez, je pars ici sur donc, mes petits légumes. On va allumer le feu ici, on va mettre un petit peu d'huile d'olive et on va faire revenir toute cette préparation de légumes. Alors, on va parler un peu du risotto maintenant. Regardez, ici mon bouillon il est prêt, hein. J'ai pas besoin de gaspiller plus d'énergie. Je vais vous montrer. D'ailleurs, j'aurais même pu l'éteindre avant. Je vais vous montrer la couleur de l'eau, regardez. Là, j'ai pas d'agence chimique, hein. Voilà, j'ai un bouillon qui est vert parce que du coup, forcément, toute la chlorophylle, tout est passé dedans. Et ça, si je le laisse refroidir et que je le goûte, voilà, on a déjà un super bon goût. Voilà. Et évidemment, toutes les choses qui sont au fond, elles ont servi, elles ont donné tout ce qu'elles pouvaient donner, donc elles partiront à la poubelle. Hormis les gousses d'ail que je vais récupérer et qui, elles, vont passer dans le risotto tout à l'heure. Mais tout le reste, je vais le jeter. Vous pouvez aussi séparer les éléments, c'est-à-dire qu'avec toutes les queues d'asperges, j'aurais pu simplement les broyer et faire uniquement des asperges, de l'eau et du sel, et j'aurais obtenu ce qu'on appelle une eau d'asperge, qui va me servir ensuite à alimenter mon risotto pour donner un goût encore plus d'asperges. Voilà. Alors, vous voyez, vous entendez qu'ici ça rissole, et puis souvenez-vous, au milieu, on avait nos petites fèves et nos petits pois, qui eux sont cuits. Hein. Voilà, quand on dit qu'on fait une cuisson à l'étouffer ou à l'étuver, c'est ce qu'on appelle aussi, quand le chef vous dit on lui donne un petit coup de vapeur et point barre. Et bien, un petit coup de vapeur, c'est ça, hein, c'est porté à frémissement, laisser fermer, et ça va cuire tout seul. Pensez que l'utilisation de l'énergie que vous faites aussi hein, dans vos cuisines, je pense aussi bien quand on est étudiant, que quand on est plus grand, et qu'on est une famille nombreuse, et qu'on pense à son portefeuille, plus vous allez gérer l'énergie, plus vous allez avoir votre compteur qui tourne moins, plus vous allez le constater en fin de mois quand vous allez recevoir la facture d'électricité.
Donc ici, on est parti pour récupérer tout notre mix de légumes. Le robot, je vais juste le rincer avec un tout petit peu d'eau. Et regardez même ce qu'on va faire, on va le rincer juste pour enlever un petit peu le... Parce que tout à l'heure, j'ai encore des champignons à faire avec de l'échalote. Et cette eau-là, je la récupère là, parce que du coup, il y a un petit peu de légumes dedans, donc c'est pas la peine de jeter les choses. Voilà. On va juste se débarrasser... Vous vous souvenez, à chaque fois que je vous dis qu'il y a toujours un ou deux casse-pieds quand on fait ce genre de mix, puisque il y a toujours un morceau de légumes qui... Alors c'est pour ça qu'il faut mixer et ne vous acharnez pas, parce que celui-là, vous ne l'aurez pas. Celui-là, c'est celui qui s'est accroché à l'hélice ou autre. J'en avais un autre ici. Et c'est pas grave, hein, c'est pas perdu pour autant, ça va passer dans le bouillon. Voilà. Alors, moi, en général, vous avez vu, vous dites... le chef, il n'y est pas allé de main morte avec les légumes. C'est pas un hasard, hein. Je mets en général quasiment autant de légumes que de riz. Même là, je crois que si j'avais rempli le verre, il y a plus de légumes que de riz. Pour moi, un risotto, c'est pas deux bouts de carottes qui se battent en duel, dans une montagne de riz. Donc, première base du risotto, parce que là, on s'attaque quand même à un monument. Et je suis assez prudent quand je m'attaque à des monuments. Le financier, c'en était un, mais je maîtrise à peu près. Le risotto, donc on est en Italie. Qui est une... Même si aujourd'hui c'est devenu tendance, hein, c'est une cuisine un peu des magazines, tout le monde dit « Ah, je vais faire un risotto, etc. » Au départ, le risotto, c'est quand même une cuisine de pauvres, hein, c'est de la cuisine de campagne. C'était quelques éléments mis dans de l'eau pour faire un bouillon, et puis dans le riz, on y mettait des choses qui faisaient croire que du coup, il y avait à manger dans l'assiette. Les bouillons, c'est arrivé comme ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'on va chercher dans la volaille, dans des carcasses, du goût, pour donner l'impression qu'il y a de la viande dans les plats, hein, si on rejoint un petit peu l'étymologie de tout ce qui s'est passé. Donc on va, base de légumes, base de riz, et la viande on va la mettre en séparé. Donc pendant que ça rissole, je vais aller faire une autre étape qui consiste à préparer ma petite sauce forestière. Alors forestière, ici j'ai pris champignons de Paris, hein, je vous ai pris une base. Je rappelle que le mois d'avril, le printemps, c'est le mois des morilles, hein, donc on pourrait morilles, cèpes, chanterelles, pleurotes, ça marche aussi très bien. Donc champignons, on les a un petit peu nettoyés avant. Je vais les couper rapidement en 4. Quand je dis on, c'est Camille hein, qui a nettoyé les champignons. C'est pas moi qui fais tout ici. Bon. Hop. Servez-vous aussi des fils de champignons déshydratés, ça c'est super. Hein. Vous avez souvent dans des boîtes des petits mix de champignons. Si vous lisez ce qu'il y a à l'intérieur, il y a juste du champignon. Donc pas de danger, voilà, il n'y a pas de poudre, d'exhausteur, de trucs un petit peu bizarres ou de produits chimiques. Et juste pour donner un petit coup d'éclat à des plats, c'est souvent bien sympa. Ici on est parti donc sur une échalote. Là aussi j'ai pas besoin de rien de compliqué parce que tout ça on va le mixer. Donc vous coupez sur le côté, vous enlevez, hop. On sait qu'un oignon ou qu'une échalote est épluchée quand il brille. Hein. Souvent, vous posez la question. Hein. Quand ça brille, c'est qu'on n'est plus sur les parties qui se sont déshydratées, puisque ça, il y a encore quelques mois, c'était la même chose que ça. Hein. C'est simplement que ça s'est déshydraté et ça donne ce qu'on appelle une pelure. Ça aussi, on pourrait l'utiliser. Hein. Ça a vachement de goût. Vous les lavez et vous les mettez aussi dans votre bouillon et ça va donner du goût au bouillon. Et du coup, quand tu les cuisines, tes champignons sous une autre forme, est-ce que tu les épluches et tu jettes les pieds ou pas? Parce que souvent, je vois des gens qui font ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est à faire ou pas du tout? Alors, est-ce qu'il faut éplucher ou pas les champignons? Ça, c'est souvent. À chaque fois que j'ai posé la question, est-ce que tu épluches les champignons de Paris? Et pourquoi tu les épluches? On me répond toujours qu'on ne sait pas pourquoi on les épluche. Ça, personne n'a jamais trouvé la solution. La raison, en tout cas. Et la deuxième raison qu'on me donne, c'est parce que ma maman ou parce que ma grand-mère les épluchait. Donc finalement, il y a ceux qui épluchent et qui se le passent de génération en génération. Il y a ceux qui n'épluchent pas et qui se le passent de génération en génération. Alors, est-ce qu'il faut éplucher ou pas? Moi, je pense que déjà, éplucher un champignon, ça prend du temps. Là, par exemple, pour faire un petit mix de champignons, j'ai pas besoin de les éplucher parce que franchement, cette peau, elle est tout à fait comestible. Par contre, un champignon, ça va se nettoyer avec un petit chiffon sec. On va se mettre au-dessus d'une cuve et on va brosser légèrement ces champignons. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu de terre ou autre. Et par contre, on va juste légèrement, on dit qu'on rafraîchit le pied, c'est-à-dire à la base du pied,
on enlève à peu près l'équivalent d'1 millimètre parce que c'est ce qui a été en contact avec le sol ou parce que c'est un petit peu séché. Voilà. Mais c'est juste ce qu'il y a à nettoyer. Évitez au maximum de les passer sous l'eau ou alors passez-les rapidement sous l'eau. Pourquoi? Parce que dès que vous allez les passer sous l'eau, vous allez les oxyder. Et donc par exemple des jolis champignons de Paris blancs passés sous l'eau, au bout de 10 minutes à l'air libre, ils ont changé de couleur. Alors c'est pas tant un problème de couleur, c'est que l'oxydation ça vient donner aussi un mauvais goût aux champignons. Donc ça c'est pour faire ma petite sauce crémée, champignons et échalotes. Et même punition tout à l'heure, c'est-à-dire on va prendre le robot. Je vais essayer de retrouver mon couvercle de robot, voilà, que j'avais mis ici. Et pareil, on va faire un petit mix rapide. Voilà, vous voyez que c'est pas très compliqué. Alors, pour ceux qui auraient un robot similaire, moi j'ai la nouvelle version du robot, enfin qui est sortie il y a déjà quelques années, puisque ce robot avant il avait une tige ici, et on posait dessus et c'est ce qui permettait d'enclencher la lame. Sauf qu'à chaque fois on oubliait qu'il y avait la tige, donc on attrapait le truc, la tige elle était restée bloquée là, et quand on allait à son plan de travail, la tige vous tombait tout le temps sur les pieds. Alors ils ont remplacé, ils ont en fait vissé la tige à l'intérieur, du coup on ne peut plus l'enlever. Pour ceux qui se demanderaient, parce qu'on est beaucoup à avoir acheté cette génération de robots. Alors, ici je reprends une petite casserole dans laquelle je vais mettre tout simplement un tout petit fond d'huile d'olive et je vais faire légèrement dessécher mon champignon. Donc ça c'est pour lui enlever un petit peu d'eau. L'autre principe de cette manipulation, c'est que je veux aussi cuire mon échalote, puisqu'il n'y a rien de plus indigeste que l'échalote crue. Voilà, donc là, petit fond d'huile d'olive ou beurre, et vous faites mijoter. Et là, je vous montre encore une fois comment, tout simplement, rapidement, voilà, nettoyer la cuve de votre robot. Donc ne me dites pas qu'utiliser les robots de cuisine, c'est compliqué et qu'après, il y a plein de vaisselle à faire. Parce que c'est pas vrai. Voilà. Donc là, j'ai fait des échalotes, donc on peut mettre une petite goutte de produit aussi pour pas que ça ait le goût d'échalote. Donc, bouillon d'un côté. On essaye de garder le fil. Hein. Les légumes ici, regardez, on les a bien fait rissoler, donc là, on est bon. Vous voyez, on a un joli petit mix de légumes. Je rappelle là-dedans, il y a du navet, il y a de la carotte. On avait mis de l'oignon nouveau. Vous voyez qu'on n'a rien mis de compliqué. On éteint. Ici, j'ai éteint. Ici, c'est éteint. Et ici, ma petite crème forestière. On va la laisser mijoter 2 petites minutes. Ça va suivre son cours. Alors, on s'attaque au monument, c'est-à-dire au riz à risotto. 2 écoles en Italie. Un risotto dit de type bourgeois, vous allez vite comprendre pourquoi, et une cuisine, une façon de faire le risotto plutôt de type campagnarde. Qu'est-ce qui oppose les campagnes et la cuisine de campagne et la cuisine dite bourgeoise? La cuisine bourgeoise, elle est plutôt à la ville. On est dans des familles où il y a ce qu'on appelle des intendants, hein, il y a des gens qui font à manger. À la campagne, on a souvent l'image de... on mijote au coin du feu. Dans les vraies campagnes, là où il y avait du boulot, c'était madame au champ, monsieur au champ, les enfants au champ, les animaux au champ, et le chien qui aboie autour de tout ça et qui surveille tout le monde. Voilà. On avait moins de temps pour cuisiner. Et c'est pas étonnant que dans les campagnes, on ait inventé les pots au feu, tous les mijotés sur le feu, parce que l'idée c'était qu'on mettait tout dedans, et ça cuisinait tout seul. Alors que dans les maisons bourgeoises, on avait une cuisine dite plutôt un peu plus raffinée, parce qu'on a des gens qui cuisinent pour vous. Alors c'est souvent rigolo, hein, les cuisines tout en bas, et puis ces messieurs et ces dames dans les étages, puisque souvent les salles à manger, plus on évoluait de niveau, et plus on était élevé dans la société. Alors, pourquoi je vous parle de ces deux tendances? Parce que c'est deux façons de faire le risotto totalement différentes. À la campagne, et c'est ce qu'on va faire ici, on mettait les légumes, le riz, le bouillon par-dessus. Par contre, on va mesurer, on ne va pas faire n'importe comment. On portait à l'ébullition, on couvrait et on laissait gonfler. C'est ce qu'on appelle la méthode pilaf. Cuire façon pilaf, c'est simplement donner à la céréale le juste nécessaire en volume d'eau pour qu'elle devienne comestible. Pour les lentilles, pour le boulgour, pour le quinoa, pour le riz, à part peut-être pour les pâtes, parce que les pâtes on les cuit dans des grands volumes d'eau.
Donc ça, c'est la cuisson pilaf. Et si vous regardez, nous à l'école, au CAP, BEP, quand on apprend à faire le risotto, eh bien le risotto, il est rangé dans la colonne des cuissons pilaf. Ensuite, on va avoir une école dite bourgeoise où on va prendre le bouillon et on va rajouter du bouillon au fur et à mesure dans le riz pour alimenter notre riz. C'est pour ça qu'on vous dit qu'un risotto de cette façon-là, ça prend à peu près 18 minutes. Alors, moi j'appelle souvent ça des recettes de magazine. Alors oui, c'est joli, hein, on met du bouillon, on attend qu'il absorbe, on remet du bouillon, on attend qu'il absorbe. Sauf que la plupart du temps, vous n'avez pas 18 minutes à consacrer à rester devant votre casserole. Et puis souvent, on n'a pas mesuré le volume d'eau, donc on fait plus de bêtises qu'autre chose. Alors, pour faire un risotto réussi façon pilaf, c'est pas compliqué. Le double d'eau, donc un verre de riz, il faudra mettre 2 volumes de bouillon pour avoir pile poil le bon dosage. Sur la méthode, on va rajouter du bouillon au fur et à mesure, et c'est celui que je vais vous montrer là, on va le faire ensemble. On mettra 2 à 3 fois le volume d'eau. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus d'évaporation. Alors regardez, ici j'ai éteint ma casserole. Ça c'est important, hein. Le riz à risotto, ça ne se fait pas revenir. Parce que si vous me le faites revenir dans l'huile, vous allez lui donner une petite couche, une petite pellicule, et du coup il va avoir plus de mal à s'ouvrir après. Donc, soit il y avait suffisamment d'huile dans mes légumes, soit j'en remets un tout petit peu. Je vous rappelle que moi j'utilise une petite pipette, donc on était à peu près là quand on a démarré, qui me permet de calibrer mon huile. À la maison, si vous avez une bouteille, pensez qu'à un gros boulot, pensez plutôt à utiliser une cuillère à café ou une cuillère à soupe. Donc là, je cherche à nacrer mon riz. Nacrer mon riz, c'est faire en sorte que l'huile vienne attaquer tout simplement la surface du riz et ça va le rendre transparent comme la nacre. C'est pour ça qu'on appelle ça nacré. Un peu de sel. Si maintenant vous voulez mettre du poivre ou d'autres choses, je vous laisse libre de le faire. Voilà. En général, quand on nacre son riz, on va le laisser gentiment 2-3 minutes. Et du coup, pendant ce temps-là, regardez. On va laisser le riz ici tranquillement. Je vais juste faire mes filets de poulet. Il nous reste 25 minutes à passer ensemble. Voilà, on est dans les temps. Voilà, les financiers sont prêts. Et j'ai besoin juste de 17 minutes pour cuire mon riz, puisque en fait le service se fait quasiment instantanément. Donc je rappelle ici les filles, le bouillon qui est prêt, la base de légumes qu'on a fait revenir, on a éteint notre feu, on a rajouté notre riz, et là pour l'instant il est en train de s'imbiber avec le gras de l'huile d'olive. Ici j'ai mes petits pois et mes fèves qui sont en mode attente, puisque elles vont venir rejoindre la poêle au tout dernier moment. Et ici, j'ai une autre petite odeur qui me chatouille les narines, c'est simplement mon mélange d'échalotes et de champignons. Je vais montrer ici à Inès, voilà, on a fait évaporer les champignons, on a cuit l'échalote, et ici, rien de très compliqué, hein. Soit je rajoute un petit peu de bouillon de légumes et je mixe, et j'aurai une sauce champignon qui aura du goût, mais qui, à mon sens, n'aura pas le petit côté riche que peut lui amener la crème. Soit je vais simplement ici, un petit peu de crème liquide, qui va me permettre voilà, d'avoir une petite sauce un petit peu crémée. Là, je vais avoir une sauce dans laquelle je garde de la structure, puisque j'ai mon hachis de champignons. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus onctueux, d'un petit peu plus lisse, eh bien, il faudra tout simplement cette crème, lui donner un petit coup de mixeur, voilà, pour l'émulsionner, pour finir de la rendre plus onctueuse. Voilà. Je mets un tout petit peu de beurre, parce que vous allez voir que le beurre donne un petit côté, donne un petit peu plus de brillance, hein, et un petit peu plus d'éclat aux croûtes sur tout ce qu'on va cuisiner. Pensez notamment quand vous faites des Saint-Jacques, hein. S'il n'y avait pas de beurre et Saint-Jacques juste à l'huile d'olive, c'est un petit peu compliqué. Ici, j'ai mes 2 filets de poulet que je vais mettre simplement à cuire. Et je vais vous montrer que là aussi, il n'y a quasiment rien à toucher pour cuire du poulet. Allez, on va tout faire en même temps. Ici, je donne un petit coup d'éponge sur ma planche de travail. Regardez, là, je fais ça parce que je suis sur de l'induction, les filles, hein. Donc là, petite microfibre juste humide. On vient passer sur le coup. On rappelle que sur l'induction, en général, on ne peut pas se brûler.
Ne confondez pas les plaques à induction avec les plaques vitrocéramiques à radiant ou halogène. Hein. Celle-là, il y a toute la plaque qui chauffe. Ici, je vais donc mélanger le beurre et l'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive vient protéger mon beurre, donc va l'empêcher de trop brûler. Ici, dès que ça va être chaud, on va mettre notre poulet. Allez, on démarre le risotto. Alors, on va faire la méthode... Je rappelle que la méthode campagnarde, je ne vais pas vous la montrer parce que du coup, j'aurai rien à vous montrer. Une fois que je rallume mon feu, je mets le double d'eau. Donc, j'avais mis un verre de riz, donc je mets 2 verres de bouillon. Je porte à l'ébullition, je laisse frémir, je couvre et je laisse à feu tout doux que tout le riz boive l'eau pendant 18 minutes. Et à la fin, on verra comment on rajoute un petit peu de parmesan ou un petit peu de crème. Même si en Italie, c'est pas de la crème, c'est parmesan et de l'huile d'olive à la fin. Là, je vais vous montrer comment on va faire façon bourgeoise, c'est-à-dire qu'on va rajouter au fur et à mesure du bouillon. Alors, moi, je sais que ce verre d'eau contient à peu près 8 louches, parce que j'ai l'habitude de le faire, donc je sais comment mesurer. Donc je sais qu'à minima, pour démarrer, je vais déjà avoir besoin de à peu près 12 louches de bouillon. Ça, ce sera le double, dans lequel j'en rajouterai un petit peu plus, parce que je vous rappelle que c'est 2 fois et demi. Alors, là, on met le feu plutôt très fort, et on va commencer déjà avec 6 louches de bouillon, puisque la première chose à faire quand on fait un risotto, c'est d'ouvrir le riz. Donc si vous ne lui donnez pas suffisamment d'eau au départ pour qu'il commence à s'ouvrir, on va avoir un riz qui va avoir du mal à... Voilà, qui va du mal à commencer sa cuisson. Et de 6. Je me demande si j'ai pas fait 7, mais je me suis perdu en route. Bon, après, c'est pas bien grave à ce stade-là. Ce que je voulais vous montrer, c'est que regardez, il faut que vous ayez de l'eau à l'intérieur. Et vous allez voir que là, on est sur un double tiercé gagnant, parce que je vais vous montrer... Regarde, Lisa, on montre ici. Voilà. Ici, on a regardé la couleur du bouillon, qui était déjà verte parce qu'on avait là. Et regardez là la couleur de mon liquide de cuisson, parce que là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Au contact des légumes qui étaient à l'intérieur, j'ai encore changé de couleur, parce que là, mon eau a absorbé aussi la carotte, le navet et tout ce qu'on avait au fond de nos légumes. Donc là, ça, si vous mettez ça en bouche, c'est ultra, ultra savoureux. Hein. Et là, il n'y a pas de cube, il n'y a pas de poudre, il n'y a rien du tout. Okay. Donc là, je mets à fond. Pendant ce temps-là, on va faire cuire notre poulet. Rien de compliqué. Voilà, j'attendais d'avoir ce petit bruit-là. Là. Voilà. Et là, vous allez lui fiche taper. Hein. Vous ne le remuez surtout pas. On vient simplement le laisser comme ça. On va se concentrer 2 petites minutes ici, puisque c'est là que tout va se passer maintenant, les filles. Donc regardez, ici, j'ai mis un petit peu d'eau pour démarrer. Voilà. Je mets à fond maintenant, il va falloir que ça cuise. Donc vous voyez que quasiment toute l'eau que j'ai mis va vite disparaître. Et il va être temps de repartir à nouveau sur 6 petites louches de liquide. Voilà, j'attends que ça mijote un tout petit peu plus. Voilà, on est parti. Donc maintenant, on va commencer à nourrir notre risotto au fur et à mesure. Je vais vous expliquer aussi autre chose, c'est que on a... autant je vous dis de toujours éviter de trop remuer les éléments quand on fait de la cuisine. Voilà, je rajoute 3 louches. C'est le cas avec le poulet par exemple, là qu'on a tendance à trop remuer. Donc du coup, on va faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va refroidir la poêle. Et au lieu de faire de la vapeur, on va se retrouver avec de l'eau dans la poêle. C'est ce qu'on veut éviter. Pour le risotto, c'est exactement la même chose. Hein. On va éviter de trop le remuer. Auquel cas, au lieu de fabriquer un petit grain de riz qui va gonfler au fur et à mesure et qui va vous donner cet aspect typique du risotto qu'on aime bien, c'est-à-dire un grain de riz qui est un petit peu gonflé et qui va donner un côté sympa, à force de le remuer, vous allez plus fabriquer de la bouillie de riz qu'autre chose. Donc faites très attention. Quand on remue un riz à risotto, déjà on essaie de prendre, là j'ai pris quelque chose d'assez ramassé parce que je pensais le faire avec le couvercle, mais sinon on va le faire dans un truc plus évasé. Le meilleur ustensile d'ailleurs pour faire un risotto, c'est une poêle à wok, parce que du coup on peut passer un peu comme si on faisait des macarons, c'est-à-dire on passe notre riz, on vient le remuer comme ça gentiment pour éviter de l'abîmer. Donc là la seule chose à faire, vous voyez, c'est d'aller gentiment
brasser un tout petit peu. Voilà, mais ce qu'on veut, c'est que le riz vienne absorber ce bouillon. Voilà, bien gentiment. Et là encore une fois, regardez la couleur du bouillon. Hein. Là, il n'y a aucune épice, il n'y a rien du tout. Hein. Il y avait juste les petites graines de paradis qu'on a mis tout à l'heure. Et hop, vous continuez d'alimenter. Ça, c'est la punition, entre guillemets, du risotto façon bourgeoise, c'est qu'il faut être sans arrêt en train de lui donner à boire, alors que de l'autre côté, ça se serait fait tout seul. Alors regardez, là on va couper la poire en deux, c'est-à-dire que là, du coup, je vais arrêter cette petite manip à force de rajouter. Regardez, on va juste lui donner l'eau qu'il fallait. Je vais juste ici remuer un tout petit peu pour être sûr que tout va bien. Voilà, tout simplement. Et là, je vais finir, vous voyez, j'ai oscillé entre campagne, méthode bourgeoise, et je reviens à la méthode campagnarde. C'est-à-dire là, juste le laisser bouillir le temps qu'il faut. Donc là, il lui reste à peu près 12 minutes. Donc on va baisser notre feu, bien évidemment. Je vais mettre le minuteur en route, pour ne pas faire de bêtises. Voilà, 10-12 minutes. Et on va laisser frémir gentiment notre préparation. Voilà. Alors les filles, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là? Puisque du coup, on est presque arrivé à la fin de notre cours. Ici, j'ai ma petite crème de champignons. Maintenant, on fait attention parce que ça, c'est comme le lait sur le feu. Hein. La crème, ça peut dépasser assez vite. Voilà. Donc, on a une crème qui va changer de couleur, bien évidemment, puisque là, on a le champignon qui va donner une petite coloration. Et puis, ici, regardez, on n'avait toujours pas touché au filet de poulet. Ben, regardez, il n'y avait aucune raison. Parce que là, regardez, il n'est pas brûlé. Hein. On a juste la petite croûte nécessaire qui lui donne juste la coloration. Souvent là vous l'auriez retourné une dizaine de fois, alors que moi j'y ai absolument pas touché. On va le saler un tout petit peu. Et ce que je fais en général, pour vraiment avoir une cuisson homogène, c'est que j'y mets un couvercle qui est souvent un petit peu plus petit que ma casserole. J'ai donné des cours pour les enfants très longtemps ici, le mercredi après-midi, et quand je faisais ça, les petits marmitons se moquaient de moi parce qu'ils disaient que je m'étais trompé de couvercle. Non. En fait, une fois que vous avez fait dorer votre poulet des deux côtés, un petit couvercle qui ne prend que la partie viande. Pourquoi? Parce que si j'avais mis un couvercle total, j'ai de la vapeur qui va cogner sur mon couvercle et qui va venir tomber dans ma poêle. Là, ce que je veux, c'est que je veux concentrer la chaleur sur mon poulet pour qu'il cuise un petit peu plus vite. Et je veux simplement que la vapeur continue de s'évaporer, donc de pouvoir quitter la poêle. En faisant ça, et bien tout simplement, vous voyez, on le voit bien, hein, ma vapeur elle est concentrée ici, mais néanmoins elle peut s'échapper de ma poêle. Voilà, donc on a les deux solutions et c'est un petit peu en main. Petite question. Oui. Le risotto peut-il attendre et être réchauffé? Alors, un monument ça se réchauffe pas. Et par contre on peut venir le revisiter plusieurs fois. En général, ce que je vous conseille, c'est soit on fait le risotto en une seule fois, donc comme on vient de faire là, on fait les légumes, on fait tout rissoler, on met le bouillon, on cuit et on passe à table. Soit on coupe la poire en deux et tout simplement on fait la base, tous les légumes, le bouillon, on met le riz dedans, on s'arrête là. Mettons là il est 4 h de l'après-midi, vous devez manger le soir et on finira de mettre le bouillon comme on a fait là, hein, c'est-à-dire quand vous arrivez, vos invités, vous arrivez par exemple à la fin de l'apéritif et que vous êtes en train de manger l'entrée. Pourquoi je parle souvent d'apéritif, d'amis? Parce que c'est des cuisines qu'on fait bien plus souvent quand on reçoit, plutôt que quand on mange à la maison le soir, bien que. À ce moment-là, vous allez en cuisine, vous mettez le double de bouillon, vous portez à ébullition, le couvercle, vous mettez le minuteur à 18 minutes et vous retournez avec vos invités. Ça va se faire tout seul. Voilà. Si on veut réchauffer un risotto, et moi j'aime bien, c'est un peu comme la paella qu'on réchauffe, on remet un petit peu d'huile dans une poêle, on garde un peu de bouillon, on fait, du coup on le fait gratiner, on le fait un petit peu griller, et à la fin, pour lui donner un petit peu d'éclat, pour lui donner ce côté un peu, comment dire, un peu gélatineux, un peu sirupeux qu'on aime bien dans le risotto, et bien hop, on remet une ou deux petites touches de bouillon, et ça va lui redonner un petit coup de vapeur. Voilà. Sinon, vous faites cuisine de reste avec le risotto, c'est ce qu'on appelle les arancini. Vous faites des petites boulettes de risotto, vous mettez ça dans la panure, vous mettez ça dans la friture,
Et ça fait des petites boulettes que les Italiens ont tendance à manger après pour récupérer le riz. Je vous montre ici, regardez comment, du coup, voilà, c'est joli comme tout. Voilà. Et on va avoir, regardez mon poulet. Pourquoi il est moelleux mon poulet? Parce que du coup, il a gardé toute son eau à l'intérieur. Hein. Il a gardé tout son jus. C'est ça qui va donner le côté sympa. Voilà. Et là, du coup, le fait de mettre un couvert, vous pouvez diviser votre feu par deux. Donc si je divise mon feu par deux, je monte souvent là-bas parce que mon compteur d'électricité est juste en face de moi, mais vous avez votre compteur qui tourne aussi 2 fois moins vite. Donc, avant de terminer, la crème, ici le poulet, ici il nous reste 6 minutes, et si on vient juste, c'est pour ça que j'ai mis un petit couvercle transparent, on voit bien qu'il y a encore plein d'eau, mais par contre, je n'ouvre pas, puisqu'à chaque fois que je vais ouvrir, je vais avoir une déperdition de chaleur. Voilà. Alors, je vais passer de l'autre côté pour vous dresser. On va démouler les petits financiers, on va les dresser. Et comme ça, je vais revenir dans les 5 dernières minutes sur le dressage du risotto. Alors, on va juste faire un tout petit peu de place. Camille, tu vas passer de l'autre côté, tu vas juste récupérer ça pour le mettre là-bas, côté par-devers vous, là-bas. Plutôt là-bas, Inès, hein, plutôt hors champ. Voilà. Et ici, on va récupérer, donc on avait notre plaque. Alors maintenant qu'évidemment c'est devenu solide, je peux le transporter avec les mains. Là, je vous montre comment... ça, c'est le charme des moules en silicone. Hein, c'est-à-dire qu'on prend là, on enlève. Voilà. Et ça s'enlève tout seul. Voilà, ça se passera juste sous l'eau. On nettoiera bien évidemment après. Alors, là, comme je vous disais, hein, c'est plutôt ce que j'appelle un moule à mini cake. Ce qui peut être très rigolo aussi dans les financiers. Alors, le financier, c'est super bon, les filles, quand on l'a laissé un petit peu dessécher, quand on a attendu 2-3 jours dans une boîte à gâteaux, parce qu'on va tremper ça dans du thé. Sauf que 2-3 jours dans une boîte à gâteaux, à moins que vous l'ayez mis au coffre, à la banque, ou verrouillé, ou enfermé dans une cave, ça n'existe pas. Ça a déjà disparu depuis très longtemps. Donc faites 2 tournées, une que vous planquez et une que vous donnez à boulotter. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est simplement ça. Celles-là, on va les mettre dans une autre petite assiette où on va les laisser là sur le plan de travail. Je prends un petit peu de sucre glace et on vient tout simplement saupoudrer, voilà, un petit peu de sucre glace par-dessus. Voilà. Ça, c'est juste à servir à table. C'est presque magique. Regardez mes petites... Ça, c'est mes mascottes, hein, elles sont là depuis le début de l'atelier. Tiens, voilà, hop, elles avaient faim. Voilà. Je retourne de l'autre côté. Et autre chose que je vous disais, c'est de mélanger par exemple des fruits rouges. On peut, juste avant de mettre les financiers au four, quand on a la pâte qui est prête, 3 framboises surgelées, des petites myrtilles, un petit peu de cassis. Voilà, on peut mettre des choses pour s'amuser. Alors, ici, regardez, filet de poulet, je le retourne une dernière fois. On est good. Voilà. Ici. La sauce champignon, vous voyez bien qu'elle a commencé à prendre un petit peu plus de couleur, hein, forcément. Alors, si on avait utilisé des champignons déshydratés, eh bien, soit on les réhydrate tout simplement dans un petit peu d'eau. Après, on va les sécher un petit peu, les essorer. On les fait rogner avec de l'échalote, on les met dans la crème. Et cette eau de champignon, vous pouvez aussi la mettre dans votre bouillon et elle rejoindra votre risotto. Ici, il nous reste 4 minutes de cuisson. On va venir jeter un petit coup d'œil à notre riz. Mais regardez, on n'est pas trop mal. Hein. Il a commencé à bien gonfler. Il lui manque encore 3 petites minutes pour avoir un petit peu plus d'éclat. Alors, là, comme je l'ai ouvert, je vais lui redonner un petit peu d'eau, bien évidemment. Il faut savoir que, alors, ce que je fais là, c'est pas pour vous induire en erreur, hein, je vous ai montré les 2 techniques. Si évidemment j'avais laissé la cuisson jusqu'au bout, c'est-à-dire encore 5 minutes, je n'aurais pas rajouté d'eau puisqu'il y avait suffisamment d'eau. J'en aurais juste remis un petit peu à la fin. Là, on est en train de jouer avec les deux méthodes. Voilà. Souvenez-vous que j'avais ici mon petit mix de petits pois et de fèves. Du coup, je vais venir les rajouter. Ça sent bon.
Les filles, il nous reste 5 minutes avant de nous séparer pour un petit mois. Je vous laisse, par l'intermédiaire de Johanna, poser les toutes dernières questions s'il y en a. Et moi, je vais juste m'occuper du dressage ici. Alors, là, c'est en train de cuire. Voilà. Une dernière petite louche. Quand vous faites un risotto pour la première fois et que vous rajoutez du liquide au fur et à mesure, on garde bien ça en tête. On vient remuer, regardez, comme ça. C'est-à-dire que je viens le pousser, en fait. Hein. Jamais je ne fais de tour comme si je mélangeais une soupe ou une purée. Hein. C'est vraiment, je le pousse à droite, je le pousse à gauche. De temps en temps, on peut venir légèrement aplatir ici pour que tout le grain de riz soit dedans. Et on observe au fur et à mesure qu'on va avoir un jus qui va devenir de plus en plus sirupeux, puisque bien évidemment, il prend tout l'amidon du risotto. Ici, on va vérifier que notre poulet va plutôt bien. Et je vais préparer une petite place pour mettre nos assiettes au milieu. Alors, je vous ai choisi deux petites choses ici. Voilà, soit on va faire avec un emporte-pièce. Ici, je vais prendre mon poulet. Regardez, on va vérifier si tout se passe bien à l'intérieur, mais normalement, on n'est pas trop mal. Je vais le couper en deux simplement ici. Vous voyez, voilà ce que je voulais. Hein. Avec le couvercle, on va avoir un poulet qui est complètement cuit à l'intérieur, qui n'a pas besoin d'être plus cuit que ça. Encore là, il est encore un tout petit peu légèrement rosé, mais on est plutôt bien. Voilà. Et là, je vais le couper en 2-3 morceaux parce que vous allez voir, je vais faire une petite présentation simplement. Et là, on a vraiment un côté... je vais essayer de ne pas me brûler, mais regardez, on a un côté qui est ultra moelleux en fait. Hein. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas du tout desséché ce poulet. Hein. Je le pose parce que je me brûle quand même un tout petit peu. Voilà. Alors, première suggestion de présentation. On prend simplement... Je vais baisser mon risotto. Voilà. On va venir simplement mettre un petit peu de risotto au fond de notre assiette. Là, les filles, je ne vais pas utiliser de parmesan et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur les légumes primeurs, je trouve que mettre du parmesan, ça vient un petit peu abîmer le goût des légumes primeurs et ce serait dommage. Par contre, ce qu'on aurait pu faire, et je n'ai pas pensé à en acheter, c'est là mettre un petit peu de brousse de brebis ou de brousse de chèvre. Voilà, mettre un fromage de chèvre non affiné qui donnerait un petit coup d'éclat. Assez sympa. Et là, on va simplement, voilà, on met le poulet par-dessus. Et regardez, déjà, le fait de faire des présentations comme ça à la découpe, vous allez aussi économiser au niveau du budget. Parce que vous servez un risotto, alors que vous avez mangé l'entrée, il y a les financiers après, vous servez juste le risotto avec 2 morceaux de poulet, un peu épais, voire un petit 3e morceau. En général, au niveau des protéines et au niveau des calories, on est bon. Il n'y a pas besoin de rajouter plus que ça. Voilà. Et ensuite, la petite sauce. Je vais prendre une petite louche. Voilà. Et on vient mettre voilà, juste un petit peu de sauce aux champignons par-dessus. Du coup, l'avantage, c'est que la sauce aux champignons, elle vient aussi tout simplement rehumidifier votre petit risotto. Essayez de ne pas masquer. Puisque bien souvent, on a tendance à tout superposer. Et du coup, après, on n'y voit plus grand-chose. Voilà. Alors, un truc qui semble un peu désuet, c'est la petite pluche de persil ou de cerfeuil. C'est vu, revu, pas corrigé. Mais moi, je trouve ça toujours aussi génial. Parce que c'est très français, cette petite peluche de cerfeuil. Et on nous envie tellement notre cuisine française à travers le monde que voilà. Je ne l'ai pas déposé au patrimoine immatériel de l'UNESCO encore, la peluche, mais ça viendra. Et autre petite chose, regardez, on peut faire aussi de cette façon-là un risotto dans un cercle tout simplement. Donc là, on fera un risotto un peu moins juteux. Le désavantage du cercle, c'est que c'est un peu compliqué de mettre du jus à l'intérieur. Et de la même façon, vous pouvez venir mettre votre poulet par-dessus. Je vais essayer de trouver une petite solution sympa.
Et pareil, on vient arroser d'un petit peu de crème de champignons autour. Et là, on peut déborder un petit peu sur l'assiette, c'est beaucoup moins gênant. Voilà les filles, je vous rappelle les dates du prochain cours. On sera un jeudi, d'habitude on se voit toujours le mardi, le jeudi 27 mai. Et puis après on retombera sur nos pattes au mois de juin, puisqu'on se sera un mardi, et ce sera le 22. Voilà, donc jeudi 27 mai. J'ai un petit prompteur à ma droite, je ne retiens rien. Hein. Et mardi 22 juin, mais on va vous les rappeler les dates sur le Facebook. Parlez-en autour de vous, voilà, on se fait du bien à être ensemble. Parlez-en autour de vous, plus on sera nombreux à suivre ce cours et mieux peut-être on mangera. Encore les filles, je vous dis une fois l'immense plaisir que j'ai d'être avec vous. N'hésitez pas sur les fiches techniques, il y a mon 06, il y a mon mail. J'aime bien recevoir les photos de ce que vous avez cuisiné. N'hésitez pas sur le Facebook ou sur le contact de Bergonier à nous faire le service après-vente. Ça allait pas, on aimerait bien ceci, on aimerait bien cela. Tiens, moi je glisse une idée j'ai parlé de la paella, moi je glisse une idée de paella peut-être dans une prochaine recette. Est-ce que ça vous plairait là pour les beaux jours d'apprendre à faire une paella Alors là on en a pour 2 heures hein, par contre, hein, dans les règles de l'art, pour tout faire, mais on pourrait faire une jolie paella ensemble, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, c'est-à-dire terre et mer. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelques petites questions à glisser, Johanna, avant qu'on Non, juste beaucoup de remerciements. Ça a vraiment plu, donc c'est positif. Ouais. Et ben, tant mieux. Après, vous avez le droit de me faire des reproches aussi, hein, si vraiment il y a des choses à dire. Les filles, je vous embrasse et je vous dis encore une fois l'immense plaisir que j'ai d'être avec vous. Merci à Lisa, à Camille et à Inès qui se sont relayées très discrètement derrière la caméra. Vous l'avez même pas vu, vous l'avez juste su parce que je changeais de prénom quand je m'adressais à la petite caméra. Merci à Johanna qui a passé 2 petites heures à vous faire toute la modération sur l'ordinateur. Je suis pas tout seul ici, hein, c'est vraiment une équipe et à chaque fois plein de gens qui viennent collaborer. Je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain. Bye bye.